Qu'est-ce que tu penses faire dans mon lit? La voix d'Édouard Hawthorne brisa le silence comme un marteau contre le verre. Il se tenait dans l'embrasure de la chambre principale, sa grande silhouette rigide de rage, l'incrédulité gravée sur chaque trait dur de son visage. L'eau de pluie dégoulinait de son manteau, mais il ne semblait pas le remarquer. Toute son attention était fixée sur la femme dans son lit, Maya Williams. Elle se redressa du matelas, le cœur battant, les yeux grands ouverts, non par culpabilité, mais par choc. Les deux garçons jumeaux, Ethan et Ellie, étaient recroquevillés de chaque côté d'elle, enfin endormis. Leur visage était doux, leur respiration profonde. L'ours en peluche dans les bras d'Ethan se soulevait et s'abaissait en rythme avec sa poitrine. « Je peux expliquer, » dit Maya doucement, essayant de ne pas réveiller les garçons. Ses mains se levèrent légèrement, calmes, ouvertes. Ils avaient peur. Ellie commença à pleurer. Ethan eut un saignement de nez. Édouard ne la laissa pas finir. Sa paume s'abattit rapidement, un claquement sec résonnant sur les murs alors qu'il la frappait à la joue. Maya chancela, haletante, une main volant à son visage. Elle ne cria pas, ne parla même pas. Ses yeux se fixèrent simplement sur les siens, plus étourdis par le coup que par la fureur. « Je me fiche de l'excuse que tu as, » grogna Édouard. « Tu es viré. Sors de ma maison tout de suite. » Elle resta immobile un instant, la main pressée contre sa joue, essayant de calmer sa respiration. Sa voix, quand elle vint, était basse, presque un murmure. Ils la supplièrent de ne pas les quitter. « Je suis resté parce qu'ils étaient enfin calmes. Enfin en sécurité. J'ai dit, sors. » Maya baissa les yeux vers les garçons, toujours endormis si profondément, si paisiblement, comme si les ombres qui les hantaient s'étaient enfin levées. Elle se pencha doucement, embrassa le haut de la tête d'Ellie, puis celle d'Ethan. Pas de mots, pas de fanfare. Et puis elle s'éloigna du lit, chaussure à la main, et passa devant Édouard sans un autre mot. Il ne l'arrêta pas. Il ne s'excusa pas. En bas, Madame Keller se retourna alors que Mia descendait les escaliers. La marque rouge sur sa joue en disait long. Les yeux de la vieille femme s'écarquillèrent de choc. Maya ne dit rien. Dehors, la pluie s'était adoucie en bruine. Maya sortit dans l'après-midi gris, resserra son manteau et commença à marcher vers le portail. À l'étage, Édouard se tenait dans la chambre principale, respirant toujours difficilement. Il regarda de nouveau le lit. La mâchoire serrée, puis quelque chose s'enregistra. Le silence, il se rapprocha. Le front d'Ethan était lisse. Pas de mouvement, pas de murmure, pas de sueur froide. Le pouce d'Ellie était dans sa bouche, mais son autre main reposait sur la couverture, toujours détendue. Il dormait, non drogué, non épuisé par les pleurs, juste endormi. Sa gorge se serra. 14 nounous, thérapeutes, médecins. Des heures de cris, de crises et d'anxiété. Et pourtant, Maya, cette étrangère à la voix douce, avait réussi ce qu'aucun d'eux n'avait fait, et il l'avait frappé. Il s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains. La honte inonda sa poitrine comme de l'encre dans l'eau. Sur la table de chevet, une note était pliée une fois. Il l'ouvrit. « Si tu ne peux pas rester pour eux, du moins ne repousse pas ceux qui le feront. » Ce n'était pas signé. Il la lut 2 fois, puis encore. Son reflet dans le miroir voisin le regarda. Un homme endurci par le chagrin, noyé dans le contrôle, étouffé par le silence. Dans le couloir, Madame Keller se tenait en observation. « Monsieur, » dit-elle doucement. Elle n'a rien touché ici. Elle les a seulement apportés quand le petit a eu un saignement de nez. Il ne répondit pas. Elle est restée parce qu'ils l'ont demandé. C'est tout. Ils ne m'ont pas demandé. Ils n'ont demandé personne d'autre, juste elle. Édouard leva lentement les yeux sombres de quelque chose de plus que de la colère maintenant. Quelque chose de plus proche du regret. Dehors, le portail grinça en se refermant. Et pour la première fois depuis des mois, la maison Hawthorne était silencieuse, non pas de chagrin ou de rage, mais de quelque chose d'autre. La paix. Le genre que Maya avait laissé derrière elle. La maison était trop calme, non pas le genre réconfortant, comme le silence d'une chute de neige, ou le doux feuilletage de pages dans un vieux livre. C'était le genre qui semblait faux, creux et inachevé, comme une question restée sans réponse. Édouard Hawthorne était assis seul dans son bureau, un verre de scotch intact à côté de lui. La note que Maya avait laissée reposait sur le bureau comme un jugement. Si tu ne peux pas rester pour eux, du moins ne repousse pas ceux qui le feront. Il l'avait lu cette fois. Dehors, le crépuscule s'étendait sur le domaine comme une lourde couverture, et le vent pressait doucement contre les fenêtres. À l'intérieur,
Les jumeaux dormaient toujours, inconscients de la tempête qu'ils venaient de traverser, inconscients du fait que la seule personne qu'ils avaient autorisée dans leur monde fragile était partie. Édouard se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir et se frotta les tempes. Sa main picotait légèrement. Le fantôme de la gifle qu'il avait donnée était toujours gravé sur sa peau. Il ne l'avait pas planifié. Ce n'était pas qui il croyait être. Et pourtant, cela était arrivé. Un moment de fureur mal jugée, né du chagrin et d'un millier d'échecs silencieux. Il avait frappé une femme. Et pas n'importe quelle femme. Il se leva soudainement et monta à l'étage. Le couloir devant la chambre des garçons sentait faiblement la lavande et le coton chaud. Un petit tabouret en bois était posé contre le mur. Le carnet de croquis de Maya était dessus, soigneusement fermé, comme si elle l'avait laissé là exprès. Il le ramassa. À l'intérieur se trouvaient des dessins simples, grossiers, non entraînés, mais pleins de cœur. 2 garçons se tenant la main sous un arbre. Une grande maison avec trop de fenêtres. Une silhouette assise entre les garçons, les bras tendus comme des ailes, une courte légende en dessous. Celle qui reste, il expira lentement. Dans la chambre d'enfant, Élie bougea. Édouard jeta un coup d'œil à l'intérieur. Le garçon se retourna mais ne se réveilla pas. Pas de cauchemar, pas de larmes. Il ferma la porte doucement. En bas, Madame Keller pliait des serviettes quand Édouard entra dans la cuisine. Elle leva les yeux et se figea. Quelque chose dans son expression lui dit de mettre le linge de côté. « Elle est partie », dit-il simplement. « Je sais », répondit-elle. « J'ai fait une erreur », dit-il presque à lui-même. Madame Keller haussa les sourcils, mais sa voix resta neutre. « Tu ne dis pas. Elle était dans mon lit. »« Elle était dans ta chambre », corrigea Keller. « Parce que les garçons ne voulaient dormir nulle part ailleurs. Tu n'étais pas là. J'étais là. Je les ai entendus pleurer. La supplier. Elle les a calmés. » Il serra les lèvres. « J'ai pensé. Je sais ce que tu as pensé, » dit-elle doucement. « Mais tu ne pensais pas. » Le silence s'étira entre eux. Il regarda la chaise où Maya s'était assise pendant le déjeuner hier seulement. Cela semblait des semaines auparavant. « Je dois la retrouver, » dit-il. Madame Keller ne discuta pas. Commence par l'adresse de retour sur sa lettre. Géorgie, il hocha la tête, se dirigeant déjà vers le hall. De l'autre côté de la ville, Maya était assise seule sur un banc devant la gare. Ses joues battaient encore sous le froid. Elle n'avait pas pleuré. Ni quand il avait crié, ni quand il l'avait frappé, ni même quand elle était passée devant les grilles avec rien d'autre que son sac et la douleur du travail inachevé dans sa poitrine. Mais maintenant, avec son manteau bien serré et ses doigts enroulés autour d'une tasse de café tiède de distributeur automatique, les larmes montèrent finalement. Elle les essuya rapidement. Non pas parce qu'elle avait honte, mais parce que pleurer en public était une habitude qu'elle avait passé des années à désapprendre. Une femme à proximité la regarda un instant, puis lui offrit un mouchoir sans un mot. Maya sourit en remerciement et leva les yeux vers le ciel nocturne. C'était drôle, d'une manière cruelle. Elle avait survécu à pire qu'une gifle. Elle avait enduré d'être abandonnée par une famille d'accueil à l'âge de 11 ans, de perdre son propre fils à cause de la maladie, d'entendre encore et encore qu'elle était trop douce pour gérer les cas difficiles. Mais cette maison, ces garçons, avaient touché quelque chose en elle qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Que pensez-vous de Maya? Si vous croyez qu'elle est quelqu'un de vraiment spécial, donnez-lui un j'aime pour montrer votre soutien. Et n'oubliez pas de partager d'où vous regardez cette vidéo. Qui sait? Quelqu'un près de chez vous pourrait la regarder aussi. Le train s'arrêta avec un long soupir de frein et de métal. Elle se leva lentement, incertaine de vouloir monter. Son billet était dans la poche de son manteau. Destination, Savannah. Mais son cœur était toujours à l'étage dans une maison blanche à Greenwich, où 2 garçons apprenaient enfin à dormir. Elle se rassit. Le lendemain matin, Édouard se tenait dans la chambre de son fils avec un plateau de petit déjeuner. Œufs brouillés, pain grillé à la confiture de fraises, un petit bol de fruits coupés. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Pas une seule fois depuis la mort de leur mère. Élie s'assit, ensommeillée. Où est Miss Maya? Édouard hésita. Ethan s'assit aussi. Elle est partie. Édouard hocha la tête. Elle a dû partir. Pourquoi? La voix d'Élie se brisa. Elle n'a rien fait de mal, dit Ethan, les yeux plissés. Elle nous a aidés. Tu as vu. Nous étions bien. Édouard s'agenouilla près du lit, posant le plateau sur la table de chevet. Ce n'était pas de votre faute. C'était la mienne. Élie le regarda durement. Tu lui as crié dessus.
Édouard ne mentit pas. Oui. Tu l'as frappé. La voix d'Ethan était basse. La gorge d'Édouard se serra. Il hocha la tête une fois. Les deux garçons se détournèrent. Il resta agenouillé sur le tapis pendant longtemps. Je vais t'arranger ça, dit-il finalement. Je la ramènerai. Ils ne répondirent pas, mais ils l'entendirent. Plus tard dans la journée, Maya monta dans un bus local, pas un train, et se dirigea vers le refuge voisin où elle avait l'habitude de faire du bénévolat. Elle avait besoin d'espace, de perspective, d'un endroit pour se rappeler que le monde était plus grand qu'une seule maison, même une qui tenait son cœur. Elle a enseigné un cours d'écriture cet après-midi-là à un groupe d'adolescentes. Beaucoup d'entre elles étaient des fugueuses. Elle leur a raconté des histoires, pas sur Édouard ou ses enfants, mais sur le fait de choisir de rester quand les autres partent, sur le fait de connaître sa valeur, même quand les autres ne la connaissent pas. Quand elle a quitté le refuge, il y avait une note collée dans les rayons de son vélo. Ce n'était pas d'Édouard, mais elle disait « Ils t'ont demandé, tous les deux ». Maya leva les yeux vers le ciel, maintenant strié d'orange, et cette fois elle sourit. Édouard Ossorne ne frappa pas. Il entra dans l'ancien centre communautaire juste au moment où le soleil commençait sa descente derrière les arbres, projetant de longues ombres dorées sur le sol du gymnase. Le bruit de ses chaussures polies sur le linoléum était déplacé ici, comme un violoncelle dans un groupe punk rock. Mais il ne broncha pas. Il balaya la pièce du regard, apercevant Maya à l'autre bout, accroupie près d'un tableau blanc, effaçant des lettres tordues d'une leçon. Autour d'elle, des adolescentes se rassemblaient en cercle lâche, riant, plaisantant, leurs cahiers étalés sur le sol. Maya riait avec elle, sa voix plus légère qu'il ne s'en souvenait, non pas exempte de douleur, mais déchargée un instant. Il ne réalisa pas à quel point il avait retenu sa respiration jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et le voie. Le rire s'éteignit, non pas parce que quelqu'un l'avait dit, mais parce que quelque chose dans la posture de Maya changea comme un rideau tiré en plein milieu d'une performance. Elle se leva. Il s'avança, les mains vides. Pas de mallette, pas de lettre d'excuse, juste le poids de ce qu'il avait fait. « J'ai besoin de te parler, » dit-il. Les filles le regardèrent avec lassitude, l'une d'elles se plaçant légèrement devant Maya. « Ça va, » dit Maya doucement, et la fille se détendit. Édouard jeta un coup d'œil au tableau blanc. Une seule phrase était écrite en haut. « Ta voix a de la valeur, même quand elle tremble. » Il se tourna vers Maya. « Puis-je » Elle hocha la tête, le menant dehors vers le banc près de l'arrêt de bus, le même où elle s'était assise la veille. Café à la main, larmes cachées au coin des yeux. « J'ai eu tort, » dit-il immédiatement. « Je t'ai jugé. J'ai réagi sans écouter et j'ai posé les mains sur toi. C'est quelque chose que je regretterai le reste de ma vie. » Maya ne dit rien. « Je t'ai vu dans mon espace, dans mon lit, » continua-t-il. « Et j'ai laissé la peur parler plus fort que la vérité. Ce n'était pas seulement injuste. C'était cruel. »« Tu ne m'as pas cru, » dit-elle. Sa voix n'était pas en colère, juste fatiguée. « Même après que tes fils m'aient fait confiance. »« Je sais, » dit-il. Elle détourna le regard. « Tu ne peux pas revenir dans ma vie parce que tu as enfin réalisé que je disais la vérité. »« Je ne suis pas là pour blanchir mon nom, » dit-il. « Je suis là parce qu'ils t'ont demandé, pas une nounou. Toi. » Les yeux de Maya s'adoucirent. « Comment vont-ils »« Calme, » admit-il. « Trop calme, » elle hocha lentement la tête. « Ce n'est pas la paix. C'est une blessure qui se referme sans guérir. » Il baissa les yeux, les mains jointes entre ses genoux. « Je veux arranger ça. »« Tu ne peux pas arranger ça, » dit-elle. « Mais tu peux commencer par reconnaître que ce dont tes fils ont besoin, ce n'est pas de contrôle. C'est de connexion. » Il expira. « Reviens. » Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle demanda, « Si je dis oui, serai-je toujours du personnel ?» Il hésita. « Non, tu seras. Tu auras le titre que tu voudras. Conseillère, mentor, partenaire. » Elle haussa un sourcil. « Partenaire. » Dans leurs soins, clarifia-t-il, bien que le mot persistât plus lourdement qu'il ne l'avait voulu. Maya y réfléchit. « D'accord, » dit-elle. « Mais j'ai des conditions. Bien sûr, premièrement, pas de caméra dans les chambres des enfants. » Il cligna des yeux. « Il n'y en a pas. » « Il y en avait, » dit-elle. « Le mois dernier, une nounou m'a dit. » Il fronça les sourcils. Elles étaient destinées à la sécurité. Elles apprennent aux enfants que l'intimité ne leur appartient pas. Il hocha la tête une fois. « Deuxièmement, » continua-t-elle,
Il dîne à table avec toi. Pas de téléphone, pas d'affaires. Il hésita, mais hocha la tête de nouveau. Troisièmement, dit-elle, nous réécrivons les règles de la maison ensemble avec eux. Il la regarda fixement. Ils ont 5 ans, dit-il. Ce sont des personnes, répondit-elle. Il esquissa le plus petit des sourires. Autre chose. Elle prit une profonde inspiration. Oui. La prochaine fois que tu lèveras la main sur quelqu'un qui ne le mérite pas, n'importe qui, je pars. Et je ne reviendrai pas. Son expression tomba. Compris. Elle se leva. Je les verrai le matin. Il se leva aussi. Tu veux un lift? Elle secoua la tête. Je prendrai le bus. Je dois encore finir ici. Il hocha la tête. Maya, merci. Elle marqua une pause. Ne me remercie pas encore. Nous recommençons, monsieur Hawthorne. Et cette fois, je ne marche pas sur des œufs. Elle se retourna et rentra dans le bâtiment, le tableau blanc l'attendant à son retour. Édouard se tenait sur le trottoir, la regardant partir. Cette nuit-là, il débarrassa lui-même la table du dîner. Il appela ses fils en bas. Il s'assit entre eux avec un bol de spaghettis et essaya maladroitement de raconter une histoire au coucher, se trompant de nom. Sa voix était trop raide. Ils rirent de lui, non pas méchamment, juste honnêtement. Et à l'étage, dans leur lit fraîchement fait, Ethan murmura à Ellie. Elle revient. Comment tu sais? Demanda Ellie. Parce qu'elle a dit au revoir, répondit Ethan, tirant la couverture sur sa tête. Personne d'autre ne le fait jamais. Le matin, Maya retourna au domaine Hawthorne. Le ciel était un doux mélange de pêche et de bleu ardoise. Des oiseaux voltigeaient le long des cimes des arbres et la pelouse manucurée brillait de rosée. Elle se tint aux grilles de fer un instant avant qu'elle ne s'ouvre, serrant les sangles de son sac en toile usée comme une armure. Tout semblait pareil, mais rien ne semblait pareil. Le majordome, Harold, la salua avec un clignement de paupières stupéfait, puis s'écarta avec une légère révérence. « Mademoiselle Williams », dit-il avec quelque chose qui ressemblait à de la révérence. « Bienvenue de retour. »« Merci », répondit Maya, passant devant le hall en marbre poli, le chandelier imposant, le silence qui lui semblait autrefois étouffant. Elle entendait des pas à l'étage, petits, rapides et désordonnés, puis un cri. « Elle est là !» Ellie franchit l'escalier le premier, les bras ouverts, souriant d'une oreille à l'autre. Ethan suivit derrière, plus lentement, mais les yeux brillants, serrant un carnet de croquis. Maya s'agenouilla juste à temps pour attraper Ellie dans ses bras. « Eh bien, bonjour », dit-elle, riant doucement dans ses boucles. « Nous avons fait un panneau de bienvenue », murmura Ethan, lui tendant le carnet de croquis. Sur la première page se trouvait un dessin tremblant d'elle, des 2 garçons et d'une maison avec un grand cœur dessus. La légende disait « Tu es resté même quand tu es parti ». La gorge de Maya se serra. « C'est magnifique, mon chéri. Merci. » Des pas approchèrent derrière eux. Édouard se tenait au pied de l'escalier dans un pull gris et un jean, loin de ses costumes amidonnés habituels. Il avait l'air de quelqu'un qui essaie, pas de quelqu'un qui fait semblant. « Le petit déjeuner est prêt, » dit-il. Maya se leva, lissant son chemisier. « Bien, parce que nous avons des règles à réécrire. » Dans la cuisine, les 4 se réunirent autour de la table. Pas de téléphone, pas de personnel, juste un bol de brouillé, du pain grillé au miel et du jus d'orange frais. Alors Maya commença, sortant un cahier. « Nous allons parler de ce que cela signifie de vivre ici ensemble, de ce qui est juste, de ce qui est sûr, et de ce qui fait que cette maison ressemble à un foyer. » Ethan leva la main. « On peut avoir de la musique pendant le bain. » Maya hocha la tête. « Raisonnable, » ajouta Ellie. « Et pas de brocoli à moins qu'il ne soit déguisé. » Édouard toussa un rire. « J'aurais peut-être besoin de précisions sur celui-là. » Ma souris. « Nous garderons une liste, mais il ne s'agit pas seulement de légumes. Il s'agit de limites. » Elle regarda Édouard. « Pour nous tous, » il hocha la tête. « Sérieux maintenant. » Compris. Au cours de l'heure suivante, les garçons gribouillèrent des règles avec des crayons. Toujours frapper. Pas crier. Près de l'heure du coucher. Les câlins doivent être demandés. Des crêpes le dimanche et une histoire chacun avant d'éteindre les lumières. Maya écrivit les siennes. Écoutez d'abord. S'excuser quand on a tort. Pas de caméra. Pas d'exception. Édouard ajouta une ligne d'une écriture soignée.
Faire de la place pour le pardon même quand c'est difficile. Quand ils eurent fini, Maya colla le papier au réfrigérateur avec 2 aimants souriants en forme de soleil. Voilà, dit-elle, les nouvelles règles de la maison. Plus tard, pendant que les garçons jouaient dehors, Édouard trouva Maya dans la bibliothèque, feuilletant des livres pour enfants. Ils ont changé depuis que tu es parti, dit-il. Elle leva les yeux. Ou peut-être qu'ils en ont toujours été capables, et personne ne leur a donné l'espace. J'ai changé aussi, dit-il, plus hésitant. Elle ne détourna pas le regard. Je crois ça. Il s'approcha. Ce que tu as fait. Rester, partir, revenir. C'est plus que ce que je méritais. Maya se leva, posant le dernier livre sur l'étagère. Peut-être, mais c'est ce qu'ils méritaient. Et je n'allais pas laisser ton erreur être leur leçon. Il tressaillit un peu, mais hocha la tête. Je veux être meilleur. Alors commence par être présent. Vraiment présent. Pas seulement quand c'est facile. Il baissa les yeux, honteux. Tu penses qu'ils me pardonneront un jour? Maya s'adoucit. Ils l'ont déjà fait. Les enfants sont meilleurs à ça que les adultes. Mais tu dois le gagner chaque jour. Ce soir-là, Édouard borda les garçons pour la première fois depuis la mort de leur mère. Il leur lut un livre d'histoire, Mal. Ma se tenait près de la porte, écoutant les garçons rire de ses fautes de prononciation, le corriger, puis demander juste une page de plus. Après l'extinction des lumières, Édouard accompagna Maya dans le hall d'entrée. Je pensais, dit-il, à ce que tu as dit, à ne pas être du personnel, à être plus. Elle croisa les bras doucement. Tu ne vas pas me proposer une promotion, n'est-ce pas? Il sourit faiblement. Non, je t'offrais une voix. Elle inclina la tête. Je veux que tu m'aides à construire quelque chose, pas seulement pour eux, pour d'autres enfants comme eux. Des enfants qui ont perdu quelque chose, quelqu'un. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Tu veux dire une fondation? Il hocha la tête. Quelque chose de réel. Tu la guides. Je la finance. Elle le regarda longuement, puis dit, si nous faisons ça, ce sera à nos conditions. Pas de cirque médiatique. Pas de charité performative. D'accord. Elle lui tendit la main. Alors nous avons un accord, monsieur Ossorne. Il lui serra la main. Appelle-moi Édouard. Elle sourit. D'accord, Édouard. Cette nuit-là, en se dirigeant vers la chambre d'amis, son propre espace, plus seulement un lit temporaire, elle s'arrêta devant la chambre des garçons. De l'intérieur, un murmure. Elle est revenue, dit Ellie. Je te l'ai dit, répondit Ethan. Et Maya, appuyée doucement contre le chambranle de la porte, se murmura à elle-même. Je l'ai fait. 3 semaines après le retour de Mia, la maison ne résonnait plus du silence, mais bourdonnait de vie. Les petits déjeuners étaient plus bruyants, les bains plus salissants, et les garçons, autrefois retirés et fragiles, avaient commencé à fleurir comme des fleurs sauvages libérées de l'hiver. Les règles sur le réfrigérateur étaient légèrement usées sur les bords par des doigts impatients qui les désignaient quotidiennement. Et Édouard, toujours le patriarche stoïque, se retrouvait à plier de minuscules chaussettes et à apprendre à tresser les cheveux, mal. Mais tout ne changeait pas au même rythme. Tard un vendredi soir, bien après que les garçons se soient endormis et que le personnel soit allé se coucher, Maya erra dans les couloirs. Elle le faisait souvent quand le poids de la mémoire pesait trop lourd sur sa poitrine. Le silence l'aidait à penser, l'aidait à respirer. Mais cette nuit-là, quelque chose n'allait pas. La porte de la bibliothèque était légèrement entr'ouverte. La lumière filtrait par l'interstice en une fine ligne. Elle la poussa doucement. Édouard était là, assis au bureau, les épaules voûtées, son téléphone dans une main, un verre de scotch à moitié vide dans l'autre. Il ne la remarqua pas tout de suite. Mauvaise nouvelle, demanda-t-elle doucement. Il tressaillit légèrement, puis leva les yeux. Maya, désolé, je ne t'ai pas entendu. Tu es à 3 du Bourbon. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Il posa le verre, éclaircit sa gorge. Je lisais juste un email. Elle attendit. Finalement, il tourna l'écran pour qu'elle puisse voir. La ligne d'objet disait « Audience de garde. Avis de motion ». Maya cligna des yeux. Audience de garde pour les garçons. Il hocha la tête, la mâchoire serrée. Les parents de Rebecca, les Hollingsworth, ont déposé une demande de tutelle temporaire, affirmant que je suis inapte. Pour quel motif? Il se moqua. Négligence amère, instabilité émotionnelle, incident domestique.
Le visage de Mia s'assombrit. Ils ont découvert ce qui s'est passé, à mon sujet. Apparemment, marmonna-t-il. Ils observaient, attendaient. Maintenant que les garçons commencent à s'ouvrir, maintenant que nous avons enfin une certaine stabilité, ils veulent tout nous arracher. Elle s'assit en face de lui. Ont-ils déjà été impliqués dans la vie des garçons? Pas depuis les funérailles, dit-il. Ils m'ont blâmé pour la dépression de Rebecca. Ils ont dit que je l'avais enterrée trop vite. Que j'avais empêché les garçons de faire leur deuil correctement. Peut-être qu'ils n'avaient pas entièrement tort. Maya resta silencieuse un long moment. Voudrais-tu que je témoigne des changements que j'ai vus? Ce que j'ai documenté? Édouard hésita. Je ne sais pas si ça aide ou si ça empire les choses. Ils diront que ta présence prouve que je ne peux pas être parent seul. Alors peut-être qu'on ne les combat pas seuls, dit-elle fermement. Peut-être qu'on leur montre à quoi ressemble vraiment une famille, ce que la guérison exige réellement. Ses yeux rencontrèrent les siens. Tu fais ça. Te lever au tribunal après tout ça. Je le ferai pour eux, dit Maya. Pas pour toi, pas pour les apparences, pour Ethan et Ellie. Il expira, la tension dans son corps se relâchant légèrement. Tu crois vraiment que je peux gagner? Elle se leva, alla à la fenêtre et regarda dans l'obscurité où la veilleuse des garçons brillait encore au loin. Tu ne gagneras pas si tu vas là-bas en tant que l'homme qui m'a giflé. Mais tu gagneras si tu vas en tant que l'homme qui s'est excusé, qui a changé, qui s'est montré. Il hocha lentement la tête. Alors je me montrerai. Le lendemain matin, la maison bourdonnait d'une urgence silencieuse. Maya passa du temps à revoir ses entrées de journal, documentant les routines des jumeaux, leurs progrès émotionnels et leurs interactions avec leur père. Elle rassembla des projets artistiques, prit des photos des règles du réfrigérateur et imprima une photo qu'Ethan avait dessinée. Les 4 d'entre eux sous un arc-en-ciel, se tenant la main. Personne ne lui avait dit de le faire. Il avait juste dessiné ce qui lui semblait vrai. Pendant ce temps, Édouard appela son avocat et fixa une réunion d'urgence. Pour une fois, ses instructions ne concernaient pas la gestion de la réputation ou la protection des actifs. Elles concernaient la protection de 2 garçons qui avaient déjà trop perdu. Au déjeuner, Maya s'assit avec les jumeaux sous le chêne dans le jardin, coupant leur sandwich au fromage grillé en triangle et écoutant leur dispute pour savoir quel super-héros gagnerait une course, Flash ou Sonic. « On doit aller vivre chez Papy et Mamie Hollingsworth » demanda Ellie soudain, sa petite voix à peine au-dessus d'un murmure. Maya s'immobilisa. « Pourquoi tu demandes ça ?»« J'ai entendu papa au téléphone, » dit Ethan, « il ne l'aime pas. » Maya posa son assiette. « Les garçons, personne ne vous emmènera nulle part sans se battre. »« Et je ne vais nulle part non plus. Mais ils sont riches, dit Ethan. Et ils sont, tu sais, blancs. » Maya cligna des yeux, surprise. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Ethan haussa les épaules. Ils ont dit au téléphone que papa avait fait de mauvais choix, que ta famille, pas partie de la famille, famille. Maya se pencha près, tenant doucement le menton d'Ellie. Laisse-moi te dire quelque chose. Les familles ne sont pas construites avec la même peau ou les mêmes noms de famille. Elles sont construites avec ceux qui restent, ceux qui se battent pour toi quand ça devient difficile. Et je suis là. Ça fait de moi ta famille. Ellie l'enlaça, petit et chaud. Alors tu ferais mieux de gagner, murmura-t-il. Maya leva les yeux vers la maison où Édouard se tenait derrière la fenêtre, les observant. Il fit un léger signe de tête. Ils étaient prêts à se battre. La nuit, Maya était assise à son bureau dans la chambre d'amis, tapant sa déclaration pour le tribunal. Ce n'était pas grand ou formel. C'était honnête. Elle décrivit les angoisses des garçons à son arrivée, les crises de cris, les silences creux, la façon dont ils tendaient la main, puis la lâchaient, craignant l'espoir, et comment, avec le temps, ils avaient recommencé à rire, à dormir, à faire confiance. Au bas de la page, elle écrivit « La guérison ne se fait pas en ligne droite. C'est compliqué. Mais dans cette maison, j'ai vu 2 petits garçons commencer à se reconstituer. Non pas à cause de l'argent, non pas à cause du sang, mais parce que quelqu'un a choisi de rester. » Elle l'imprima, le plaça dans un dossier et le laissa sur le bureau d'Édouard. En se retournant pour partir, elle jeta un coup d'œil à la note qu'il avait autrefois gardée de son écriture, toujours scotchée au bord d'un cadre photo. « Si tu ne peux pas rester pour eux, du moins ne repousse pas ceux qui le feront. » Elle sourit. Parce que maintenant, enfin, personne ne repoussait, et tout le monde restait. Le palais de justice sentait le marbre poli et les nerfs. Ses grandes colonnes se dressaient comme des juges silencieux,
le soleil du matin se déversant par les hautes fenêtres en faisceaux dorés. Maya était assise à côté d'Édouard dans la salle d'attente, tous deux vêtus de ton discret, lui dans un costume gris taillé, elle dans une douce robe bleu marine aux manches juste assez longues pour couvrir la légère cicatrice encore en voie de guérison sur son poignet, souvenir d'une nuit où les jumeaux avaient tous deux eu des cauchemars. Édouard la regarda de côté, nerveuse. Maya garda son regard droit, seulement à propos de ce que je ne peux pas contrôler. De l'autre côté de la pièce se trouvaient les Hollingsworth, James et Eleanor, drapés d'une aisance comme d'une armure. Eleanor portait des perles, un tailleur-jupe crème impeccablement pressé et le genre de regard désapprobateur qui ferait tourner le lait. James semblait moins serein, sa main tremblait contre sa canne, ses yeux papillonnant vers Édouard avec un mépris à peine dissimulé. Il n'avait jamais reconnu Maya, pas une seule fois. La porte de la salle d'audience 5 s'ouvrit, et un huissier les appela. Maya se leva, redressa ses épaules et se murmura « C'est pour Ethan et Ellie ». À l'intérieur, la salle d'audience était plus froide que le couloir. Une juge était perchée derrière un haut-banc, une femme âgée aux cheveux argentés relevés en un chignon serré et des lunettes de lecture pendant à une chaîne. Sa plaque nominative indiquait « Honorable Judith, Monsieur Templeton ». L'avocat d'Édouard, Monsieur Fields, se leva le premier, calme, expérimenté, avec juste assez d'humanité dans son ton pour ne pas paraître répété. Il parla de la perte soudaine de Rebecca Hawthorne, de la lutte de la famille pour se reconstruire suite à la tragédie, et des efforts récents d'Édouard pour stabiliser le foyer, soulignant une thérapie constante pour les enfants, des progrès à l'école, et surtout la présence d'une certaine Maya Williams. Puis Eleanor prit la barre. Sa voix, bien que polie, trembla d'indignation. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour nos petits-enfants. Quel genre d'exemple est un homme qui engage une inconnue non qualifiée pour élever ses enfants? Un homme qui, de son propre aveu, a frappé cette femme dans sa propre maison? Maya ne broncha pas, bien que sa joue lui brûlât au souvenir. Et elle n'est même pas de la famille, ajouta Eleanor, sa voix se resserrant. La juge Templeton haussa un sourcil. Mademoiselle Williams n'est pas jugée, Madame Hollingsworth, mais sa présence est le problème, insista Eleanor. Édouard ne peut pas s'occuper des garçons sans externaliser leurs besoins émotionnels à quelqu'un d'autre, quelqu'un de temporaire, sans lien de parenté, mal formé. Elle n'a pas de diplôme, pas de licence. La juge se tourna vers Maya. Mademoiselle Williams. Souhaitez-vous répondre? Maya se leva et s'approcha du banc. Elle n'avait pas de notes. Elle n'en avait pas besoin. Je n'ai pas de diplôme en psychologie infantile, dit-elle. Mais j'ai vécu plus de douleurs que je ne souhaiterais à quiconque, et je sais à quoi cela ressemble quand les enfants cessent de croire qu'ils sont en sécurité. Elle marqua une pause, laissant sa voix se stabiliser. Quand je suis arrivé, Ethan et Ellie ne parlaient à personne d'autre qu'entre eux. Ils ne dormaient pas. Ils ne faisaient pas confiance. Ni à leur père, ni au personnel, ni même à eux-mêmes. Mais petit à petit, ils m'ont laissé entrer. Et non pas parce que je suis spécial, mais parce que je suis resté. Parce que je n'ai pas fui quand c'est devenu difficile. Parce que je les ai regardés dans les yeux et que j'ai dit « Vous comptez ». Elle rencontra le regard d'Eleanor. Puis celui de James. Vous dites que je suis non qualifié. Mais qu'est-ce qui qualifie quelqu'un à aimer des enfants qui ne sont pas les siens? À les choisir chaque jour sans obligation? Parce que c'est ce que j'ai fait. Pas pour un salaire, pas pour des éloges, mais parce que quelqu'un en avait besoin. La juge Templeton se rassit, son expression illisible. Merci, Mademoiselle Williams. Maya retourna à sa place. Édouard tendit la main sous la table et lui serra doucement la main. Plus tard, la juge Templeton s'adressa à la cour. Ce tribunal ne prend pas les contestations de garde à la légère, surtout lorsqu'elles sont initiées par la famille élargie contre un parent survivant. Après examen des preuves et des témoignages, il est clair que si M. Édouard Hawthorne a commis des erreurs, il a également pris des mesures significatives et cohérentes pour guérir sa famille. Les garçons s'épanouissent sous ses soins en grande partie grâce au soutien de Mademoiselle Williams. Elle jeta un coup d'œil au Hollingsworth. Ce tribunal ne voit aucune raison de retirer la garde à M. Hawthorne. Requête rejetée. Un halètement aigu s'échappa d'Eleanor, suivi d'un bruissement alors qu'elle se levait pour protester, mais James posa une main sur son poignet. « Laisse tomber », murmura-t-il. Ma resta immobile. Son cœur battait la chamade, mais son visage restait impassible. Dehors, dans l'air frais de l'automne, Édouard se tourna vers elle. « Tu les as encore sauvés. » Elle secoua la tête. « Non, c'est toi. Tu t'es levé. Tu es resté dans la pièce. » Les garçons attendaient à la maison,
inconscients du verdict. Recroquevillés sur le canapé avec Harold qui leur lisait une bande dessinée à voix haute de sa voix grave et profonde. Quand Édouard et Maya franchirent la porte, Ellie fut le premier à les apercevoir. « On a gagné » demanda-t-il. Maya s'agenouilla. « Oui. » Ethan l'enlaça par la taille. « Ça veut dire que tu ne pars pas. » Mia embrassa le haut de sa tête. « Je suis exactement là où je dois être. » Cette nuit-là, en bordant les garçons, Édouard se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Mia les bercer jusqu'au sommeil. Quand elle sortit dans le couloir, il dit doucement « Je n'ai jamais été bon pour dire merci. »« Alors ne dis rien, » répondit-elle. « Continue juste à être là. » Il hocha la tête, les yeux plus doux qu'elle ne les avait vus auparavant. « Demain, » dit-il. « Nous commençons à construire cette fondation. J'ai déjà des architectes de prévus. » Elle sourit. « Et le nom ?» Il marqua une pause. « Le Centre Sorn Williams pour la guérison. » Maya cligna des yeux, prise au dépourvu. « C'est beaucoup. »« C'est vrai, » dit-il. « Tu l'as construit avec nous. » Elle regarda au-delà de lui vers la pièce où les garçons dormaient maintenant sans peur. Peut-être, juste peut-être, ce n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début. La première réunion du conseil d'administration du Centre Sorn Williams pour la guérison n'a pas eu lieu dans un gratte-ciel aux parois de verre ou une salle de bal formelle, mais dans la véranda du domaine au Sorn. Les meubles étaient dépareillés, le café légèrement brûlé, et l'un des jumeaux avait laissé un dessin au crayon collé à la fenêtre. Un arbre bancal avec des mots au-dessus, écrits par un enfant. Maison. Maya était assise en bout de table, les doigts entrelacés autour d'une tasse en céramique, son expression stable mais alerte. Édouard était à sa gauche en jean et chemise boutonnée, les manches retroussées. Il n'essaya pas de dominer la pièce. Il écoutait simplement, prenant des notes dans un carnet en cuir, tapotant occasionnellement un crayon en réfléchissant. En face d'eux se trouvaient 3 partenaires potentiels. Le docteur Angela Monroe, une pédopsychiatre à la retraite, Joseph Kim, un coordinateur de sensibilisation d'un programme d'accueil local, et Lionel Pierce, un investisseur en technologie et l'un des amis les plus anciens, sinon les plus sceptiques, d'Édouard. « Alors, laissez-moi comprendre, » dit-il, remontant ses lunettes à monture métallique. « Vous voulez construire un espace pour les enfants qui ont subi un traumatisme, mais ce n'est pas une clinique, pas un refuge, pas une école, et ce n'est pas axé sur l'adoption. » Maya corrigea. « C'est un 3e lieu, un sanctuaire, un pont entre là où ils sont et là où ils veulent être. » Angela se pencha en avant, intriguée. « Qui l'équipe ?»« Des gens comme moi, » dit Maya. « Pas seulement des experts accrédités, des survivants, des mentors, des adultes qui ont traversé le feu et peuvent enseigner aux autres comment le traverser. » Joseph griffonna quelque chose dans son carnet. « Et comment comptez-vous gérer le financement, la supervision, la responsabilité ?» Édouard intervint doucement. « Nous gérerons la logistique. Maya dirigera le chœur. » Lionel cligna des yeux. « Et le nom reste. » Mia sourit. « Oui, il reste. » À la fin de l'heure, Angela avait accepté de se joindre en tant que conseillère clinique. Joseph offrit ses contacts avec les agences locales et Lionel, après un long soupir et un « c'est soit brillant, soit voué à l'échec » murmuré, accepta de financer les 6 premiers mois de programme. Quand les autres partirent, Mia resta pour nettoyer. Édouard se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant. « Tu as géré ça comme une cadre chevronnée, » dit-il. « J'ai enseigné à des collégiens pendant 3 ans, » répondit-elle en souriant. « Les salles de réunion ne me font pas peur. » Il entra dans la pièce. « Tu étais incroyable. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle fixait le dessin sur la fenêtre. « Tu sais, » dit-elle doucement. Quand j'étais enfant, j'ai déménagé 12 fois, 12 maisons différentes. Aucune ne m'a jamais semblé être la mienne. Édouard suivit son regard. C'est pourquoi cela compte tant. Elle hocha la tête. Les enfants ont besoin de racines et d'ailes. Plus tard dans la journée, les jumeaux aidèrent Maya à déballer des boîtes de fournitures artistiques pour l'aménagement temporaire du centre dans l'Elay. Ethan empila soigneusement des pots de peinture tandis qu'Ellie triait les pinceaux par taille. « On peut venir ici aussi ?» demanda Ellie. « C'est votre maison, » dit Mia. « Mais ils sont miens de toutes les manières qui comptent. » Lorraine hésita. « Est-ce qu'il m'aimerait ?» Maya regarda par la fenêtre où Ethan et Ellie se couraient après avec des avions en papier, leur rire s'élevant comme de la musique. « Ils ne te connaissent pas, dit-elle. Mais je leur dirai la vérité, que tu essaies.
Plus tard ce soir-là, Maya s'assit sur le bord du lit des garçons alors qu'il la bombardait de questions. « C'est ta maman ?» demanda Ethan, incrédule. « Pourquoi on ne l'a pas rencontrée avant ?» ajouta Ellie. « Parce que parfois les adultes font des erreurs, » dit Mia doucement. « De grandes erreurs, celles qui prennent beaucoup de temps à corriger. »« Elle va rester ici ?» demanda Ethan, serrant son tigre en peluche. « Pas tout de suite, » dit Mia. « Mais elle veut vous connaître lentement. Si vous êtes d'accord avec ça. » Ellie eut l'air pensif. « Seulement si elle joue au Uno avec nous. » Maya rit. « Je lui ferai savoir. » En bas, Édouard attendait dans la cuisine. « Comment ça s'est passé ?»« Ils sont curieux, » dit Maya. Plus ouvert que je ne l'attendais. Il lui versa une tasse de thé. « Tu vas bien ?» Maya prit la tasse et la tint près d'elle. « Je ne suis pas sûr, mais je pense que je veux essayer d'obtenir une clôture, peut-être même une guérison. » Édouard hocha la tête. « Tu es plus courageuse que la plupart. » Elle le regarda. « Tu rends les choses plus faciles. » Au cours des jours suivants, Lorraine visita le domaine à petite dose mesurée. Elle s'assit avec les jumeaux sous le grand chêne pendant qu'il lui expliquait les règles de la maison et lui montrait le tableau des émotions que Maya avait créé. Au début, elle semblait raide, incertaine. Mais lentement, elle commença à s'adoucir. Elle apporta des histoires de l'enfance de Mia, les bonnes, celles que Mia avait presque oubliées. Elle apporta des biscuits qui s'émiettaient trop mais avaient le goût des dimanches matins. Et elle apporta des photos, fanées, usées, mais remplies de moments que Maya avait manqués ou enfouis. Un soir, Maya s'assit avec Lorraine dans la bibliothèque, feuilletant un des vieux albums. « Tu fredonnais la même berceuse que tu chantes aux garçons, » dit Lorraine. « Tu avais 3 ans. Tu ne voulais pas dormir sans. » Maya cligna des yeux, prise au dépourvu par le souvenir. « Je croyais avoir inventé cette mélodie. Tu ne l'as pas fait. Tu t'en es souvenu même quand tu m'as oublié. » Le silence tomba. Puis Lorraine tendit la main dans son sac et en sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un bracelet terni, simple, avec un charme en forme d'oiseau. « Je l'ai acheté le jour de ta naissance, » dit-elle. « Mais je ne te l'ai jamais donné. » Maya le tint doucement, ses doigts effleurant le charme. « Pourquoi un oiseau ? » « Parce que je savais que tu volerais un jour. Je ne savais juste pas jusqu'où. » Mia ne pleura pas. Pas alors, mais plus tard. Dans le calme de sa chambre, avec le bracelet à son poignet et le clair de lune projetant de douces ombres sur le sol, elle laissa les larmes venir parce que la guérison n'était pas une destination. C'était 1000 petites décisions d'ouvrir à nouveau la porte pour essayer de pardonner non seulement aux autres mais à soi-même. Et peut-être, juste peut-être, cela suffisait-il. L'automne arriva en murmures subtils, la lumière dorée s'attardant plus longtemps le matin, le frisson qui embrassait votre peau juste avant le coucher du soleil. Au centre Sorn Williams, les préparatifs pour le premier week-end de retraite de guérison battaient leur plein. Maya se tenait devant le tableau blanc dans la salle communautaire nouvellement rénovée, traçant l'horaire du week-end avec des marqueurs de couleur, tandis que les garçons pliaient des couvertures à proximité. Édouard passa avec un presse-papier et un sourire. « Tu te rends compte qu'aucun de ces enfants ne suivra un horaire codé par couleur, n'est-ce pas ?» Maya lui lança un regard espiègle. « Ils ne sauront pas que c'est codé par couleur, mais moi oui. Ça me garde saine d'esprit. » Oh. Il rit, et un instant, tout sembla léger, facile. Mais Maya avait appris qu'avec la guérison venait la friction. La croissance raclait contre les murs des vieilles blessures et cette friction arrivait vite. Cela commença par un appel téléphonique de Joseph Kim, leur agent de liaison avec l'agence d'accueil locale. « Maya, je reçois des appels de l'agence. Ils demandent si tu opères avec des conseillers en traumatologie certifiés, si tes vérifications d'antécédents sont à jour. Ce n'est pas seulement des ragots. Ça se transforme en une enquête formelle. » Mia respira doucement. Joseph continua. « Il y a une fille, 16 ans, nommée Belle. Elle a été placée dans 5 foyers l'année dernière. Tous se sont mal terminés. Elle est intelligente, terriblement intelligente, mais réservée. Elle refuse la thérapie, ne veut pas aller aux séances de groupe, et maintenant elle refuse de rester dans le système du tout. » Ma est restée silencieuse. L'assistante sociale de Joseph pense que ton centre pourrait être sa dernière chance avant qu'elle ne finisse en détention juvénile. Mais elle est volatile. Je ne vais pas te mentir. Ce n'est pas une histoire joyeuse. Mia prit une profonde inspiration. Fais-la venir. Belle arriva avec un seul sac de voyage, des bottes de combat et un mur de silence. Ses cheveux étaient teints d'une nuance provocante de bleu cobalt,
et ses bras étaient croisés fermement sur sa poitrine comme un bouclier. Elle ne parla pas pendant l'orientation, ne regarda personne dans les yeux et fit très clairement savoir verbalement qu'elle n'avait besoin d'être sauvée par personne. Ellie, qui l'observait prudemment depuis l'embrasure de la porte, murmura à Ethan. On dirait qu'elle pourrait battre Spider-Man. Maya adopta une approche différente. Ce soir-là, tandis que les autres adolescents jouaient à des jeux de société et échangeaient des histoires d'école, Mia trouva Belle dans un coin de la salle d'art, esquissant frénétiquement dans un carnet. « Ça te dérange si je m'assois ?» Belle haussa les épaules sans lever les yeux. « Pays libre. » Maya s'assit tranquillement. « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Des gens. » Mia inclina la tête. « Quelqu'un que je connaîtrais. »« Personne que tu comprendrais. » Il n'y avait pas d'amertume dans son ton, juste de la distance. Mia hocha la tête. « C'est juste. » Elles restèrent silencieuses pendant plusieurs minutes. Maya ne la poussa pas. Au lieu de cela, elle sortit un bloc-notes de son propre sac et commença à esquisser à côté d'elle. Ses lignes n'étaient pas aussi nettes, son ombrage maladroit. Mais l'acte de dessiner, l'acte de s'asseoir avec Belle et son égale parlait plus fort que toute séance de conseil. Finalement, Belle demanda « Pourquoi fais-tu ça ?»« Ça ou ce centre ?»« Tout ça. » Maya marqua une pause. « Parce que j'étais l'enfant dont personne ne savait quoi faire. Et quelqu'un a choisi de me voir quand même. » Belle la regarda pour la première fois. Juste un éclair. Mais assez. Tu n'as qu'une seule chance, dit Belle doucement. Je sais. Au cours des jours suivants, Belle ne se transforma pas en résidente modèle, mais elle cessa de jurer pendant les repas. Elle participa à une randonnée de groupe, bien qu'elle marche à l'arrière. Et la troisième nuit, elle rit, un éclat de joie accidentel pendant un jeu de cartes avec Ethan et Edward. Maya remarqua tout. Mais Edward remarqua autre chose aussi. « Tu vois comment elle te regarde ?» dit-il un soir alors qu'il pliait du linge dans la réserve. « Elle est méfiante, » répondit Maya. « Elle est attachée, » dit Edward. « Déjà, et c'est dangereux. » Maya posa la serviette dans ses mains. « Tu penses que je fais la même erreur que j'ai faite avec les jumeaux. »« Je pense que tu dois protéger ton propre cœur, » dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Ce n'est pas le but de ce travail. »« Je sais, » dit Edward. « Mais si tu donnes trop et qu'elle part. »« Elle ne partira pas. » Il la regarda. « Ils partent toujours, Maya. Tu as dit ça une fois, tu te souviens ?» Elle le fixa, les mots pesant plus lourdement qu'elle ne l'avait prévu. « Alors peut-être que cette fois, nous ne la laissons pas partir. » La retraite continua. Les adolescents peignirent des fresques murales, préparèrent des dîners de groupe et partagèrent leurs histoires par fragments. Maya leur donna de l'espace, ne forçant jamais, invitant toujours. Le dernier soir, le groupe se réunit sous des lanternes allumées dans le jardin. Belle se tenait d'abord dans l'ombre, les bras croisés, la tête baissée. Mais quand Maya parla, racontant sa propre histoire de dormir chez des étrangers, de s'entendre dire qu'elle était trop ou trop en colère pour être aimée, Belle s'approcha. « Tu parles trop », marmonna-t-elle sous son souffle. Maya sourit. « On me l'a déjà dit. » Puis Belle dit doucement. Je dessinais des oiseaux avant, quand les choses allaient mieux. Mia se tourna vers elle. Tu peux toujours le faire. Cette nuit-là, après l'extinction des lumières, Belle frappa à la porte de Mia. Je ne veux pas y retourner, dit-elle, la voix brisée. Au foyer ou n'importe où ailleurs. Cet endroit, ça ne fait pas faux. Mia s'avança et posa une main sur son épaule. Alors reste. Trouvons un moyen de faire de cet endroit une maison. Belle hocha la tête, essuyant ses yeux avec la manche de son pull à capuche. En se retournant pour partir, Maya murmura. Tu n'es pas trop. Tu es juste parfaite, et nous te voyons. C'était tout ce dont Belle avait besoin. Parfois, la guérison ne venait pas avec des coups de tonnerre ou des épiphanies. Parfois, elle venait avec des promesses tranquilles murmurées à travers des portes ouvertes. Cela commença par un titre, juste une petite mention dans un journal en ligne local, mais assez pour envoyer un frisson dans le dos de Mia. Le programme d'accueil des millionnaires locaux sous surveillance, allégations de personnel inapproprié, lacunes de surveillance. L'article était avare en détails, mais lourd de sous-entendus. Sources anonymes, préoccupations soulevées, enfants en danger. Il dépeignait le centre Sorn Williams comme une opération bien intentionnée mais mal gérée, suggérant que Maya n'était pas agréée et non qualifiée, et insinuant qu'Edward utilisait sa richesse pour contourner les réglementations. Edward était furieux. Maya était silencieuse.
Elle lut l'article encore et encore, ses doigts serrant la tablette si fort que l'écran s'éteignit sous la pression. C'est une campagne de diffamation, grogna Édouard. Quelqu'un essaie de nous couler. Quelqu'un qui sait que nous faisons des progrès, dit Maya doucement. Le lendemain, Joseph appela. Maya, je reçois des appels de l'agence. Ils demandent si tu opères avec des conseillers en traumatologie certifiés, si tes vérifications d'antécédents sont à jour. Ce n'est pas juste des ragots. Ça se transforme en une enquête formelle. Maya ferma les yeux. À quel point c'est grave? Assez grave. Ils parlent de retirer des enfants du centre. Même Belle. Cela la frappa plus fort qu'elle ne l'attendait. Non, dit-elle fermement. Ils ne peuvent pas la prendre. Elle commence tout juste à faire confiance. Joseph soupira. Tu dois te battre, Maya. Mais discrètement, n'aggrave pas la situation en rendant cela public. Renforce juste tes défenses rapidement. Elle raccrocha et alla directement voir Édouard. Ils viennent nous chercher, dit-elle. Et si nous ne prenons pas les devants, ils prendront les enfants, le financement, tout. Édouard se pencha en avant. Nous ferons venir des consultants externes, des auditeurs. Je demanderai à Monroe de revoir chaque politique, mais Maya, c'est un coup monté. C'est personnel. Quelqu'un qui nous connaît, dit Maya, connaît la structure, le calendrier. La mâchoire d'Édouard se serra. Tu penses que ce sont les Hollingsworth? Non, dit Mia. Ils ne joueraient pas si discrètement. Ça semble plus proche. Plus tard cette nuit-là, alors que la pluie fouettait les fenêtres, Maya était assise dans le bureau du centre, passant en revue les dossiers du personnel, essayant de trouver un point faible, une erreur, quelque chose qu'ils avaient manqué. Puis elle le vit. La fiche d'admission de Belle. Une signature était légèrement différente. L'assistante sociale indiquée n'était pas celle que Joseph avait assignée. Le papier avait été scanné par une vieille imprimante d'une agence avec laquelle il n'avait plus travaillé depuis plus d'1 an. Le cœur de Maya rata un battement. Quelqu'un avait falsifié les papiers. Elle appela Joseph immédiatement. Ça va paraître fou, mais je pense que quelqu'un a trafiqué le dossier de Belle. Joseph sortit les dossiers de son côté. Attends, oui, ce n'est pas notre dossier. D'où vient ça? Je ne sais pas, dit Maya, la voix tendue, mais quelqu'un l'a mis là. Joseph resta silencieux un instant. Alors tu dois prendre les devants maintenant. Le lendemain matin, Maya convoqua une réunion d'urgence du conseil. Angela, Lionel, Joseph et Édouard étaient assis à la longue table. La tension était palpable. Elle posa le document falsifié sur la table. C'est l'arme qu'ils utilisent contre nous, dit-elle. Et nous devons la désamorcer. Angela fronça les sourcils. C'est sérieux. Si un audit révèle un placement falsifié, ils nous fermeront pour négligence, même si nous ne le savions pas. Joseph se pencha en arrière, frustré. Quelqu'un a glissé ça. Ils ciblent Belle parce qu'elle est la plus facile à discréditer. S'ils peuvent prétendre que nous l'avons échouée, ils peuvent défaire tout le centre. Édouard se leva. Alors nous ne leur donnons pas la chance. Nous allons d'abord à la presse. Raconter notre histoire nous-mêmes. Lionel haussa un sourcil. Vous voulez rendre publique une falsification? C'est risqué. Maya secoua la tête. Pas seulement la falsification, la vérité. Nous leur dirons qui est Belle, pourquoi elle est venue ici, ce qu'elle est devenue. Angela la regarda. Vous la mettriez au centre d'une tempête médiatique. Je lui demanderai d'abord, dit Mia. Elle a le choix. Ce soir-là, Mia trouva Belle dans la salle d'art, peignant une immense toile, un oiseau se libérant de cordes emmêlées. Je peux te parler? Demanda Maya. Belle continua de peindre. Ils essaient de me renvoyer, n'est-ce pas? Oui. Belle ne s'arrêta pas. Tu vas les laisser faire. Maya s'approcha. Pas sans me battre, mais nous avons besoin de ton aide. Elle expliqua la situation soigneusement. Honnêtement, je ne te mettrai pas sous les feux des projecteurs à moins que tu ne dises oui. Elle termina. Belle posa son pinceau. Tu m'as dit un jour que je n'étais pas trop, que j'étais juste parfaite. Maya hocha la tête. Alors montrons-leur qui je suis, dit Belle, qu'ils me voient. Le lendemain, Maya se tenait devant un groupe de journalistes, Édouard à ses côtés, Joseph et Angela derrière et Belle, courageuse, centrée, se tenait devant les microphones. Je m'appelle Belle Harris. J'ai 16 ans. J'ai vécu dans 10 foyers d'accueil en 4 ans. On m'a traité d'irréparable,
de volatile, de dangereuse. Mais ici, quelqu'un m'a vu. Quelqu'un est resté. Et j'ai recommencé à croire que je pouvais compter. Sa voix ne trembla pas. Je ne suis pas un numéro de dossier. Je ne suis pas une erreur. Je suis une fille qui peint des oiseaux parce que j'ai oublié comment voler. Et maintenant j'apprends à nouveau. Maya se tenait droite, fière. Les caméras clignotaient. Les questions venaient, mais le vent avait tourné. La vérité, autrefois enfouie, avait une manière de ressurgir. Et cette fois, elle vint avec des ailes. Les retombées ne furent pas aussi explosives que Maya le craignait, mais elles furent implacables. Pendant 3 jours consécutifs, les médias campèrent devant les grilles du domaine. Certains reporters hurlaient des questions. D'autres restaient simplement là. Les caméras pointées, espérant capturer une image de la jeune fille qui avait révélé l'histoire que personne ne voulait raconter. Belle ne broncha pas. Au contraire, elle devint plus forte. Le centre publia ses œuvres d'art dans le cadre de leur déclaration, une galerie de résilience. Sa peinture d'oiseau fut partagée sur les réseaux sociaux, un symbole de seconde chance. Sa voix lors de la conférence de presse résonna bien au-delà de la communauté locale, atteignant les organisations au niveau de l'État. Des emails affluèrent, de survivants, de supporters, de sceptiques et de croyants. Mais tout le monde n'était pas bienveillant. Un blogueur anonyme publia le casier judiciaire de Belle. Un autre traita Maya de fraudeuse bien intentionnée. Un chroniqueur national écrivit « La charité ne peut remplacer la formation ». Il remit en question la décision d'Édouard de confier l'avenir des enfants à l'empathie sans structure. Maya absorba tout en silence. Jusqu'à ce qu'un matin, une lettre arrive, manuscrite, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule ligne. « Tu as sauvé ma fille quand je ne pouvais pas. Merci. » Ce n'était pas signé, mais c'était suffisant. Au petit déjeuner, les garçons rigolaient au-dessus de leurs céréales, se disputant pour savoir si le jus d'orange allait dans les crêpes. Maya versa son café, sourit et pensa, ça en vaut la peine. Même le feu. De l'autre côté de la table, Édouard plia le journal et rencontra son regard. Tu tiens le coup. Je dois, dit-elle. Pas seulement pour eux, ajouta-t-il. Pour toi, elle hésita, puis hocha la tête. Pour moi aussi. Ce jour-là, ils tinrent une réunion du personnel. Chaque conseiller, mentor, bénévole. Maya se tenait devant la pièce, portant le poids des dernières semaines dans sa poitrine. Je ne ferai pas semblant que cela ne nous a pas ébranlés, dit-elle. Mais je ne m'excuserai pas pour notre mission. Nous n'avons pas construit ce centre pour avoir l'air bien. Nous l'avons construit parce que les enfants passent à travers les mailles du filet. Et nous avons décidé de nous tenir dans ces mailles du filet et de les rattraper. La pièce fut silencieuse. Puis Angela se leva. Nous sommes avec vous. Un par un, l'équipe hocha la tête, certains murmurant. Toujours, oui, nous restons. Cette nuit-là, Maya parcourut seule les couloirs du centre. Les murs étaient tapissés de dessins, de citations des enfants, de quelques photos de dîners de famille. Elle s'arrêta devant l'une d'elles. Ethan et Ellie, les bras autour de Belle, tous les 3 riant. La maison capturée dans un cadre dans les laits. Elle trouva Belle travaillant tard sur une nouvelle fresque, un skyline de ville avec des fenêtres éclairées d'or. « Tu es toujours là, » dit Maya doucement. Belle haussa les épaules, essuyant ses mains sur un chiffon. « Je ne peux pas dormir. »« Tu vas bien ?» Belle marqua une pause. « Oui, je pense juste à ce qui se passe ensuite. Les gens pensent parce que je me suis tenu devant les caméras. Je vais bien maintenant, mais je me mets toujours en colère sans raison. Je ne fais toujours pas facilement confiance aux gens. Je toujours. » Elle se tut. Maya s'assit à côté d'elle. « Tu n'as pas besoin d'avoir fini pour être libre. » Elles restèrent silencieuses. Le seul son, le faible bourdonnement des grillons lointains. Puis Belle dit, « Tu penses que je pourrais un jour, je ne sais pas, parler dans les écoles, parler à d'autres enfants comme moi ?» Maya sourit. « Tu viens de le faire, et oui, tu es plus que capable. » Belle sourit, un éclair de fierté sous son expression gardée. « Alors je veux le faire. Je veux être la personne dont j'avais besoin à l'époque. » Le lendemain matin, un appel vint d'un représentant du comité de protection de l'enfance de l'État. « Nous avons examiné le modèle Hawthorne-Williams, » dit la voix. « C'est non conventionnel, mais ça marche. Nous aimerions nous rencontrer, éventuellement le reproduire ailleurs. » Maya resta figée. « Vous dites que vous voulez vous étendre. »
Nous disons, répondit la voix, nous voulons apprendre. Après avoir raccroché, elle regarda par la fenêtre un long moment, ses pensées tourbillonnant. C'était plus grand qu'elle maintenant. Plus tard dans la semaine, Maya, Édouard et Belle s'assirent avec les garçons sous le chêne. L'air sentait la cannelle et les feuilles sèches. Ethan lisait à voix haute un livre pour enfants, s'arrêtant toutes les quelques phrases pour laisser Ellie inventer des fins alternatives. Belle écoutait avec un sourire tranquille. « Je veux écrire un livre un jour, » dit Ellie soudain, « sur les enfants qui combattent les méchants. » Mia ébouriffa ses cheveux. « Commence par la vérité. C'est toujours la meilleure histoire. » Édouard se pencha en arrière contre le tronc, sa main effleurant légèrement celle de Ma. Elle ne bougea pas. Le soleil baissa, projetant des lignes dorées à travers les branches. Ils étaient tous différents, brisés, réassemblés, cousus ensemble avec une douleur partagée et une espérance reconstruite. Mais ils étaient entiers. Non pas parce qu'ils avaient effacé les fissures, mais parce qu'ils les avaient remplis d'or. Kintsugi. Maya en avait lu une fois. L'art japonais de réparer les poteries brisées avec de la laque dorée. Célébrer l'histoire, ne pas la cacher. C'est ce qu'il faisait. Et peut-être, juste peut-être, c'est ce qu'était la guérison, un choix. Chaque jour pour rester. Maya ne reconnut pas l'homme au début. Il était grand, émacié, vêtu d'une veste de blazer beige bon marché et se tenait à la réception du centre communautaire comme s'il ne savait pas s'il appartenait ou s'il voulait partir. Son visage était partiellement obscurci par une casquette de baseball. Mais quelque chose dans sa posture, nerveuse mais familière, remua quelque chose d'enfoui profondément dans sa poitrine. C'est Angela qui fit signe à Mia. Il dit qu'il est là pour te parler. Il n'a pas donné de nom. Maya s'approcha prudemment. Je peux vous aider. L'homme leva les yeux, et juste comme ça, 20 ans s'effondrèrent. Maya, dit-il, la voix altérée, incertaine. C'est moi, ton père. Le temps s'arrêta. Elle entendit d'abord dans ses oreilles un afflux de sang, un frémissement d'incrédulité, puis dans sa poitrine, un calme froid. Tu n'as pas le droit de prononcer mon nom, dit-elle, la voix basse. Je sais, répondit-il rapidement, enlevant sa casquette. Ses cheveux étaient gris maintenant, ses yeux injectés de sang. Je ne devrais pas être ici. J'ai vu la conférence de presse. Je t'ai vu et Maya, j'ai dû venir. Elle resta figée. Des gens bougeaient derrière elle. Des enfants riaient dans la salle de jeu. Un conseiller donnait des instructions pour une activité de renforcement de la confiance. Le monde continuait de tourner, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose se brisa. Édouard arriva juste à ce moment-là, sentant que quelque chose n'allait pas. Son regard passa de l'un à l'autre. « Cet homme vous dérange ?» demanda-t-il. Maya ne détourna pas le regard de son père. « Non. Oui, je ne. Non, je vous laisse de l'espace, » dit Édouard doucement. Mais il n'alla pas loin. « Je ne suis pas là pour tout gâcher, » dit son père. « Je ne veux pas d'argent. Je ne veux rien. Je voulais juste voir si tu allais bien. » Maya laissa échapper une lente respiration, nette et régulière. « Tu es parti quand j'avais 10 ans. Quand maman a fait sa dépression, quand tout s'est effondré. » J'étais malade, Maya, murmura-t-il, accro, perdu. Je ne savais pas comment rester. Ce n'est pas une excuse, dit-elle, c'est un fait, mais ça n'efface pas ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Il hocha la tête, la honte s'enroulant autour de ses épaules. J'ai manqué ta vie. Tu l'as abandonné, corrigea-t-elle. Ils restèrent silencieux. Puis il sortit quelque chose de la poche de son manteau, une photo, pliée au coin, fanée par le temps. Une fille en salopette avec des tresses et des genoux écorchés, tenant un carnet de croquis, et plissant les yeux au soleil. Tu l'as laissé sur le porche le jour où je suis parti en voiture, dit-il. Je l'ai gardé. C'était le seul morceau que j'avais. La gorge de Maya se serra. Cette photo datait d'un jour d'été dont elle se souvenait à peine, prise par une voisine. Elle avait oublié son existence, mais la voir maintenant, c'était comme recevoir un coup de poing dans la mémoire. J'essaie d'être propre, dit-il. Je suis sobre depuis 2 ans, je travaille dans un garage en dehors de Bâton Rouge. Je vois un conseiller. Je vais à des réunions. Maya croisa les bras. Et ce que tu veux, c'est le pardon. Il la regarda, les yeux vitreux. Non. Je veux la grâce. Le mot eut un impact différent. La grâce n'était pas une transaction. Elle n'était ni gagnée ni négociée.
C'était un don offert librement ou pas du tout. Je ne peux pas promettre ça, dit-elle. Il hocha la tête. Je comprends. Mais je peux promettre de ne plus te haïr, ajouta-t-elle. C'est quelque chose. Une lente larme coula sur sa joue. C'est tout. Maya ne dit rien au garçon cette nuit-là. Elle ne dit rien à Belle, ni à Édouard, ni même à Lorraine. La douleur. Elle avait besoin de temps pour la classer comme un document fragile qu'on n'est pas prêt à lire mais qu'on ne peut pas jeter. Au lieu de cela, elle prépara le dîner, aida Ellie avec ses devoirs de mathématiques, lut à Ethan 2 chapitres de leur roman policier préféré. Puis, quand la maison fut silencieuse, elle s'assit dans la véranda avec Édouard. « Il est venu, dit-elle. » Édouard leva les yeux. « Ton père. » Elle hocha la tête. C'était comme parler à un fantôme contre lequel j'avais été en colère si longtemps, que j'ai oublié que j'étais toujours hanté. « Tu veux qu'il soit dans ta vie? » Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Mais je voulais qu'il me voie, c'est tout. Édouard tendit la main et prit la sienne. « Tu es vu, dit-il simplement. » Elle posa sa tête sur son épaule, et pour la première fois ce jour-là, le tremblement de son cœur commença à se calmer. 2 jours plus tard, Belle fit irruption dans le bureau, tenant un flyer. « Regarde, s'exclama-t-elle. Ma première invitation à parler. Un panel de jeunes à Atlanta. Ils veulent que je parle de confiance et d'art. » Maya sourit. « C'est incroyable. C'est quand? » « Le mois prochain. Mais j'aurai besoin d'un chaperon. » Maya haussa un sourcil. « Tu me le demandes. » Belle eut un sourire en coin. « Je vous fais confiance pour ne pas me laisser manger 3 burritos de station-service d'affilée. » Logique imparfaite, dit Maya, mais flatteuse. Puis Belle devint sérieuse. « Je suis nerveuse. »« C'est bien, dit Mia. Ça veut dire que tu te soucies. » Belle la regarda avec cette espérance prudente que Maya connaissait si bien. « Merci de m'avoir vu même quand je ne pouvais pas me voir. » Mia lui toucha l'épaule. « C'est ce que fait la lumière. Elle trouve les fissures et s'infiltre quand même. » Et à ce moment-là, Maya comprit quelque chose de nouveau. La guérison ne signifiait pas toujours oublier. Elle signifiait intégrer la brisure dans quelque chose de plus complet, plus fort, plus réel. Elle signifiait lâcher prise sur ce qu'on ne pouvait pas changer et s'accrocher farouchement à ce qu'on pouvait. Elle signifiait devenir le genre de personne qui pouvait pardonner, non pas pour excuser le passé, mais pour libérer l'avenir. Et cela signifiait enfin se tenir debout en son propre nom. Maya Williams. Mère, mentor, guérisseuse et plus hantée. 6 mois s'étaient écoulés depuis le flou de l'audience. Les jardins du domaine étaient lourds de fleurs de fin de printemps, et le centre bourdonnait avec son nouveau calendrier de programme. Ce n'était pas parfait, mais ça prospérait. Mia, la plus jeune conseillère du centre, avait commencé des séances hebdomadaires avec Belle. Ethan avait passé une année scolaire supérieure et excellait en orthographe. Ellie avait décidé qu'il allait inventer sa propre équipe de super-héros, avec des capes. Et Maya, eh bien, je les regardais grandir comme une jardinière qui avait appris à s'enraciner dans l'espoir. Ce matin-là, le jour se leva clair et lumineux. Édouard avait invité le conseil d'administration et le personnel à une petite fête sous le chêne. Une bannière faite par les jumeaux disait « 1 an de persévérance ». Maya arriva tôt pour arranger les couvertures et les verres de limonade. Elle hésita devant la bannière, se souvenant de la première version tremblante. Maintenant, elle semblait familière, comme l'appartenance. Tous les invités se rassemblèrent. Angela, Joseph, Lionel, Lorraine et le personnel des agences locales remplissaient les chaises dispersées sur la pelouse. Des enfants étaient assis en cercle, faisant tournoyer des lanternes en papier. Édouard commença. « Quand nous avons nommé ce centre, nous avons marié 2 chances impossibles, la richesse et l'empathie. Mais le vrai miracle n'est pas les programmes ou le financement. C'est l'endurance. C'est le choix que quelqu'un fait chaque jour quand personne ne regarde. » Lorraine se leva alors, inattendue mais certaine. « Ma fille m'a enseigné plus que je ne lui ai jamais donné la chance d'apprendre. Je suis honorée d'être ici. Non pas en tant que spectatrice, mais en tant que personne qui continue de grandir. » Ethan et Ellie s'avancèrent, chacun tenant une pierre peinte en or. Ils les placèrent aux pieds de Mia. Ethan dit à voix haute. « Cette pierre est en or parce qu'elle est courageuse, » ajouta Ellie doucement. « Celle-ci est en or parce qu'elle reste. » Maya déglutit, les larmes lui montèrent à la gorge. Édouard se tenait à ses côtés, main dans la main alors que les jumeaux présentaient leurs cadeaux. Joseph s'éclaircit la gorge ensuite et dit «
Nous avons examiné nos résultats sur 6 mois. Les écoles signalent une augmentation de la fréquentation, moins de renvois comportementaux, et surtout, des enfants qui font de nouveau confiance. Angela s'avança. Nous nous étendons. 2 sites supplémentaires. Avec Maya à la tête, Lionel leva son verre. À la femme qui n'a pas demandé à faire partie d'une famille. Elle en a construit une quand même. Mia cligna des yeux et serra la main d'Édouard. Il lui serra la sienne en retour. Alors que la foule commençait à se disperser, Belle s'approcha de Maya avec son carnet de croquis à la main. À l'intérieur, il y avait un nouveau dessin. 4 arbres dorés, chacun différent, chacun penché vers le centre comme s'ils soutenaient quelque chose de plus grand ensemble. Sous son écriture, c'est à quoi ressemble la croissance. Maya l'embrassa sur la joue et murmura, « Oui, ma chérie. » Exactement. En fin d'après-midi, le soleil projetait de longues ombres alors que la foule s'amincissait. Les jumeaux partirent jouer à chat. Lorraine s'attarda à côté de Maya sous le chêne. « Je suis fière, dit Lorraine doucement, regardant les tours de pierre que les jumeaux avaient construites. Maya hocha la tête. « Fière, c'est différent de pardonner. Mais tu es là. » Lorraine lui prit la main. « Et je veux continuer à me montrer. » Maya. Elle se pencha et posa sa tête sur l'épaule de Lorraine. Édouard les trouva et passa son bras autour des 2 femmes. « Plantons quelque chose ensemble. Un nouveau parterre de fleurs. Peut-être des roses. » Les lèvres de Mia se courbèrent. « Seulement si nous promettons de nous en occuper chaque semaine. » Il rit. Affaire conclue. Ce soir-là, le majordome d'Europa Édouard leur apporta des recharges de limonade. Les rires des enfants flottaient sur la pelouse. La légère odeur de jasmin s'installa alors que le crépuscule s'abattait sur le domaine. Plus tard, quand les farures dégageaient l'allée et que le centre fut à nouveau silencieux, Édouard trouva Maya dans la véranda, esquissant de nouvelles règles avec Ethan, maintenant étiquetées règles communautaires. Confiance, gentillesse, courage, présence. Il ferma la porte. « Je voulais demander, voudriez-vous m'épouser ?» Elle leva les yeux, stupéfaite. Non pas à cause de ce que c'était, mais parce qu'il l'avait dit maintenant, doucement, d'une manière qui n'était pas une proposition. C'était une promesse. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle ferma son carnet de croquis et le pressa contre sa poitrine. Puis elle dit, « Oui, mais seulement si vous savez que je ne suis pas parfaite. » Il lui écarta les cheveux du visage. « Moi non plus, mais nous sommes meilleurs ensemble. » Et dehors, le vent bruissait à travers le chêne comme pour les féliciter d'une approbation ancienne, car la guérison était devenue un héritage. Une famille construite non par le sang mais par 1000 actions quotidiennes enveloppées d'or. Et à ce moment-là, Maya Williams se sentit enracinée et volante tout à la fois. Le printemps était pleinement arrivé lorsque le centre Sorn Williams ouvrit son 2e emplacement à Bridgeport. La cérémonie d'inauguration fut discrète, délibérée. Les enfants du centre de Greenwich se tenaient aux côtés de Maya et Édouard, tenant des pancartes qu'ils avaient peintes. L'espoir grandit ici. Les secondes chances vivent. 2 voisins bordaient le trottoir. Les appareils photos clignotaient doucement et les abeilles bourdonnaient parmi les marguerites fraîchement plantées dans des pots recyclés. Maya se tenait devant la petite foule, la lumière du soleil accrochant les paillettes d'or dans ses cheveux. Elle pouvait sentir des siècles d'attente. L'attente qu'elle échoue, l'attente que son passé puisse définir son avenir. Mais la voilà, entourée de personnes qui avaient été témoins de son combat pour l'appartenance et l'avaient gagné. Édouard se tenait à ses côtés, son bras autour de sa taille. Il hocha la tête quand elle commença. « Nous avons lancé ce centre parce que nous croyions au pouvoir de la persévérance. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour dire que la guérison mérite aussi des ailes. Pas seulement la permanence, mais la possibilité. » Les enfants dehors acclamèrent et firent signe. Les équipes de télévision filmaient depuis la rue, mais Édouard garda son regard sur les familles qui attendaient derrière eux. Des gens qui se sont montrés parce qu'ils voulaient voir quelque chose de réel. Plus tard, après avoir salué les dignitaires et répondu aux questions de la presse curieuse, Mia erra derrière le bâtiment où des bénévoles accrochaient de nouvelles bannières et organisaient des ateliers d'artisanat. Lorraine s'approcha avec un plateau de carrés de citron et d'eau en bouteille. Elle entendit un Mia et sourit sans intrusion. « Ils sont bons, » dit Mia à pleine bouche. Lorraine rit doucement. « Sain comme cet endroit ?» Mia fit une pause, puis demanda, « Voulez-vous vous promener dans les jardins ?» Elles se promenèrent le long d'un chemin bordé de rosiers en bouton et de jeunes arbres minuscules. Lorraine s'arrêta devant un jeune arbre planté en l'honneur d'Ethan et Ellie.
Ses feuilles bruissaient dans une brise qui sentait le pollen et la possibilité. J'ai planté ceci, dit Maya, pour que quelqu'un qui se sent seul sache qu'il peut s'enraciner même dans un sol difficile. Lorraine posa sa main sur la petite branche. Vous avez des racines profondes. Cet après-midi, à l'intérieur de la salle communautaire, le personnel se rassemblait pour la première session de formation sur le nouveau site. Angela se tenait devant, les accueillant avec chaleur. Belle était assise à proximité, esquissant des plans de programme tandis que Joseph organisait les fournitures. Les habitants remplissaient les tables, curieux et pleins d'espoir. Édouard s'introduisit discrètement et murmura à Maya, « Vous avez changé des milliers de vies. » Elle lui sourit. « Nous ne faisons que commencer. » Plus tard, Maya et Belle traversèrent l'aile inachevée où les futures salles de thérapie s'arc-boutaient sous des puits de lumière. Belle s'arrêta devant une fenêtre donnant sur la route. « Il y a tant de routes là-bas, » dit-elle doucement. « Je pensais qu'aucune ne menait à la maison. » Maya suivit son regard. « La maison est plus que des murs. C'est ce que les gens construisent ensemble. » Belle hocha la tête. « Alors je la construis. » Ce soir-là, Édouard organisa un dîner modeste pour l'équipe centrale, y compris les enfants, sous des guirlandes lumineuses dans la cour principale. Des assiettes de légumes rôtis, de poulet rôti aux herbes, de riz pilaf et un grand bol de fraises coupées remplissaient la table. Ethan offrit un remerciement poli avant de passer la corbeille à pain. Ellie montra à un bénévole comment plier des serviettes en forme d'avion en papier. Belle avait un carnet de croquis, mais participa à la narration d'histoire à la fin, faisant rire tout le monde avec un récit dramatique d'un échec en sciences à l'école. Édouard leva son verre de limonade au fait de rester, de construire des racines plus profondes que la peur. Maya leva son verre et aux ailes assez larges pour laisser les autres voler. Ils trinquaient, scellés par l'effort, l'empathie et la confiance mutuelle. Quand la plupart des invités se dispersèrent, Édouard prit la main de Maya et la conduisit dehors vers les parterres de jardin. Les lucioles commençaient à peine à monter. Il s'agenouilla, enfonça un doigt dans la terre et cueillit une fine racine de rose. Il la planta à côté du jeune arbre déjà là, 2 tiges entrelacées à la base. « C'est notre promesse, dit-il doucement. » Maya s'agenouilla à côté de lui. « De continuer à entretenir, il hocha la tête. »« Chaque semaine, même quand c'est difficile, Maya sourit, les larmes brillantes dans les yeux. » Chaque semaine, Ethan et Ellie sortaient avec une lampe de poche. Ils les suivirent tranquillement, se tenant à leur côté, éclairant la nouvelle route. « Maman, murmura Ethan. C'est tellement cool. » Édouard les regarda, puis Maya. « Merci, dit-il, pas fort, mais clairement. » Cette nuit-là, de retour dans la chambre d'amis, Mia s'arrêta devant l'embrasure de la porte de la chambre des jumeaux. Elle regarda Édouard border Ellie. Elle le vit lisser doucement les cheveux d'Ethan avant d'éteindre la lumière. Elle entra dans le couloir et s'appuya contre le mur. Édouard apparut à ses côtés. « Vous restez. » Elle regarda dans l'embrasure assombrie. « Je reste toujours. » Il hocha la tête. Elle posa sa tête sur son épaule. La lumière filtrait à travers le verre teinté, le faible éclat d'une lampe dans la nurserie. Les derniers murmures du crépuscule à travers les rideaux. Dehors, la nouvelle racine de rose reposait dans le sol, et au-dessus, le jeune arbre attendait, enraciné, poussant ensemble. Cela commença par une lettre. Tapée, anonyme, postée d'une petite ville du nord de l'État de New York. Elle arriva dans une enveloppe blanche ordinaire. Adressée à Édouard Osborne à l'encre noire. Pas d'adresse de retour, pas de signature, juste 5 mots glaçants imprimés soigneusement au centre de la page. Elle n'est pas celle que vous croyez. Édouard la lut 2 fois avant de la plier soigneusement et de la glisser dans la poche de sa veste. Il ne dit rien à Mia cette nuit-là ni la suivante, mais quelque chose dans son attitude changea juste assez pour que Maya, avec son sens aiguisé de l'attention, sente l'onde sous le calme. Ce n'était pas la première fois que des ombres les suivaient, mais celle-ci semblait délibérée, plus ciblée. Le lendemain matin, tandis que Maya supervisait les plus jeunes dans la salle d'art, Édouard était seul dans son bureau, fixant l'écran de son ordinateur portable. Un nom résonnait dans son esprit. Terence Marrow, un ancien associé, le genre d'homme qui avait toujours envié le succès d'Édouard, et plus dangereusement, ressentit son virage vers la charité. Il avait déjà envoyé des menaces voilées, la plupart du temps vides. Mais ceci avait du venin. Édouard ouvrit un navigateur sécurisé et commença à fouiller. En quelques minutes, il avait trouvé un article de blog sur un forum obscur. Il ne parlait pas explicitement de Maya, mais il s'en rapprochait. Des mots comme histoire fabriquée et marketing de la sympathie attirèrent son attention. Il quitta le site,
Mais le mal était fait. Il regarda par la fenêtre. Maya se promenait dans le jardin avec Belle, sa main légèrement posée sur l'épaule de la jeune femme. Elle riait de quelque chose. Inconscient, il serra le poing. Ce soir-là, pendant le dîner, il demanda « Avez-vous déjà utilisé un autre nom ?» Maya cligna des yeux. « Quoi ?» Avant Maya Williams. Légalement ou autrement. Elle posa sa fourchette. « Pourquoi me posez-vous cette question ?» Il hésita. « J'ai reçu une lettre. Elle suggérait que vous n'étiez peut-être pas entièrement franche. » Maya se leva lentement. « Vous le croyez ?» Édouard leva les yeux. Son visage exprimait un conflit, pas de certitude. « Je vous crois. Oui, mais je devais demander. » Sa voix était calme, mais ferme. « J'étais Maya Simmons jusqu'à mes 18 ans. Puis j'ai pris le nom de famille de ma grand-mère, Williams, parce que ma mère était partie et que mon père n'avait pas le droit de me donner son nom. » Édouard hocha la tête, la honte lui montant à la colonne vertébrale. « Je suis désolé. »« Je n'ai pas honte de qui j'étais, » continua Maya. « Mais je suis en colère que quelqu'un pense pouvoir utiliser mon passé comme une arme. » Plus tard, elle trouva Belle dans l'ancienne salle d'art. Elle lui tendit une copie de la lettre. Belle la lut. « Quelqu'un a peur. »« De quoi ?» demanda Maya. « De ce que nous avons construit. » Le lendemain, une nouvelle fut diffusée. Une courte séquence locale. Une tête parlante spéculant sur les vérifications d'antécédents et l'examen des donateurs. Ils firent apparaître le visage de Mia à l'écran. Des mots comme ascension mystérieuse et gardienne de la jeunesse troublée. Mia éteignit la télévision. Elle ne broncha pas. Mais elle ne dormit pas cette nuit-là non plus. Édouard lui prit la main au lit. « J'appellerai les avocats. Nous nous en occuperons. » Elle hocha la tête. Nous savions toujours que cela pouvait arriver, mais ce n'est pas juste. Non, mais c'est familier. 3 jours plus tard, Maya se tint devant tout le personnel. Les caméras avaient été interdites. C'était la famille. Je ne dépenserai pas d'énergie à justifier ma valeur, dit-elle. Mais je protégerai cet espace. S'ils viennent me chercher, qu'ils le fassent. Mais ils ne détruiront pas ce que nous avons construit. Angela se leva. Laissez-nous nous occuper de la presse. Vous, occupez-vous de la mission. Joseph leva la main. Nous doublerons la sécurité. Belle s'approcha et tendit à Mia une photo, un dessin, en fait. Cela montrait Mia tenant une lanterne dans un couloir sombre avec de petites mains tendant vers elle depuis les ombres. Continuez à marcher, dit Belle. Nous sommes juste derrière vous. Cette nuit-là, Maya parcourut seule les couloirs de l'ancien centre. Elle s'arrêta à chaque porte, se souvenant des enfants, des crises, des triomphes, de ses propres peurs. Elle atteignit les marches d'entrée juste au moment où Édouard arrêta sa voiture. Il sortit, brandit un dossier. Vérification d'antécédents, ancien dossier, tout ce que vous avez jamais soumis. C'est propre. Elle haussa un sourcil. Vous en doutiez. Il secoua la tête. J'avais juste besoin de prouver au monde ce que je savais déjà. Elle s'approcha de lui. Et que savez-vous, Édouard Osborne? Que votre passé vous rend puissant, pas dangereux. Ils se tenaient ensemble sur le porche, silencieux. Le vent agita la bannière accrochée à l'entrée. Elle disait, l'espoir vit ici. Maya la regarda, puis Édouard. Rappelons-leur pourquoi. À l'intérieur, les lumières du centre brillaient dans la soirée comme un phare. Inébranlable, sans excuse, et à ce moment-là, Maya comprit. Les tempêtes ne viennent pas toujours pour détruire. Parfois, elles purifient l'air pour quelque chose d'encore plus fort. La première neige de l'hiver tomba doucement sur le domaine Osborne, givrant les branches et assourdissant le monde. La couverture blanche transforma les chemins familiers en toile vierge. Maya regarda depuis sa fenêtre d'étage, une tasse fumante à la main. Écoutant le silence, elle trouva du réconfort dans le calme. Ce soir-là, la récente campagne de diffamation s'était tue. Les enquêtes officielles n'avaient trouvé aucune irrégularité. Les donateurs avaient réaffirmé leurs engagements, et la couverture médiatique locale était passée de la suspicion à l'admiration. Pourtant, quelque chose d'irrémédiable scintillait sous les lumières festives déjà accrochées autour du chêne. L'air froid portait le souvenir des menaces. Maya se demanda si la paix était gagnée ou simplement accordée cette saison. Elle descendit les escaliers et trouva Édouard dans le salon déballant des cartes de vœux. Sur la cheminée se trouvaient des photographies encadrées, des éclats de rire migraineux,
des explosions d'armes murales, des enfants en cape. Chacune lui rappelait pourquoi ils avaient enduré les tempêtes. Il leva les yeux. Je pensais que vous pourriez aider à sceller les enveloppes. Maya sourit et s'installa à ses côtés. Il lui tendit une carte d'Ethan et Ellie. Des parents en bâtonnets. 3 arbres étiquetés espoir. 2 fils et 2 gribouillis souriants. Nous vous aimons. Maya sentit quelque chose éclater dans sa poitrine, moins fragile cette fois. Quelque chose de résolu. Elle prit une profonde inspiration. Édouard tendit la main sur la table basse et lui effleura la main. Comment allez-vous? Vraiment? Maya fixa la carte. Elle sentit les bords du doute flotter. Mais le passé lui avait appris ceci. Honorer les cicatrices les rendait sacrées, pas faibles. J'ai réfléchi, dit-elle doucement. À propos de la lettre, à propos des tempêtes. Édouard hocha la tête doucement. Maya continua. Je pourrais ne pas vouloir effacer le dossier. Je veux le marquer. Il la regarda, curieux. Créons un espace dans le centre, dit-elle. Une galerie dédiée non seulement aux histoires heureuses, mais aux ombres, aux blessures, à la survie, où les gens peuvent soumettre quelque chose dont ils sont fiers d'avoir surmonté. Édouard haussa un sourcil, comme une salle de résonance brillante. Les yeux de Maya s'illuminèrent. Oui, non pas cachés, mais honorés. Il hocha la tête. Je peux financer cela. Nous pouvons le concevoir ensemble. Au cours de la semaine suivante, Maya travailla avec Belle et des bénévoles de la communauté pour rassembler des œuvres, des dessins, des notes écrites, des œuvres d'art apportées par des adolescents qui s'étaient autrefois tenus là où Belle s'était tenue. Une peinture représentait une figure masquée avec des fissures dorées s'échappant de l'intérieur. Une autre était un poème tapé sur du papier froissé. J'ai appris à me tenir debout à nouveau après avoir pensé que se tenir debout était un péché. Le jour de l'ouverture, ils dégagèrent une aile du centre de Greenwich. Des bénévoles accrochèrent les expositions entre de chaudes guirlandes lumineuses. Une musique instrumentale douce jouait. Naomi, une des adolescentes anciennement en foyer d'accueil, partagea son essai. Mon bras gauche est mon histoire. Des familles, du personnel, des champions et la presse locale arrivèrent. La pièce brillait d'une révérence silencieuse. Édouard s'avança pour parler. Il dit, « Cet espace est notre déclaration. Et que le traumatisme ne fera pas taire les gens, il témoignera. Que les blessures, une fois exprimées, deviennent des chemins, non des prisons. » Quelqu'un demanda aux jumeaux de parler. Ils se regardèrent avec incertitude. Ellie s'avança. « Nous avons dessiné ces pierres, dit-il, tenant un petit récipient. » Ethan ajouta. « Elles étaient en or à l'intérieur mais fissurées. Alors nous les avons peintes en or à nouveau. » Maya hocha la tête, la voix serrée. C'est ce que fait le kintsugi. Il célèbre les fissures. Il nous rappelle que briser n'est pas moins. C'est de l'art. Les applaudissements résonnèrent dans la pièce. Ensuite, Maya trouva Belle. Elle paraissait petite mais plus courageuse que jamais. « Je veux ajouter quelque chose de moi, » murmura Belle. « Un journal de juste après mon arrivée. » Maya la serra dans ses bras. « Merci. » Non loin de là, Lorraine et Édouard se tenaient main dans la main. Maya se glissa entre eux. Lorraine effleura un flocon de neige des cheveux de Mia. « C'est beau, » Mia sourit. « Parce que ça contient la vérité, » ajouta Édouard. « Et parce que vous n'avez pas peur de la vérité. » Ce soir-là, autour de la table, la famille riait en jouant à des jeux de société et en mangeant du pain d'épices brûlées. Édouard courait après Ellie autour du chêne avec une lampe de poche. Ethan lisait à voix haute un vieux roman policier. Le brigadier Joliffe prenant un café avec Miss Marple. Maya les regarda, le garçon qui pleurait autrefois à minuit. Le garçon qui refusait de manger des pois et sentait le poids des saisons derrière eux. Elle avait traversé des tempêtes, remis en question son appartenance, fait face à des accusations. Mais ceci, c'était l'endroit qu'elle avait construit de ses mains brisées et de son cœur. Pas parfait, mais réel. Après que les garçons se soient endormis, Édouard retrouva Maya près du feu. Il fit glisser une enveloppe sur la table basse. À l'intérieur se trouvait un petit bout de papier. Invitation. Oratrice à la conférence d'État sur la jeunesse informée des traumatismes. Belle Harris. Les yeux de Maya se posèrent sur la chaise vide à côté d'elle. Elle savait qui cela impliquait. Édouard proposa doucement. Voudriez-vous partager la scène avec elle? Elle marqua une pause, pensa aux tempêtes et à la lumière qui vient et reste. Elle se tourna vers lui et hocha la tête.
Bien sûr, il sourit, le soulagement se propageant comme une chaleur dans sa poitrine. Ils se penchèrent l'un vers l'autre. Dehors, la neige tombait régulièrement, d'une douce persistance. À l'intérieur, le feu crépitait, et Maya le sentit dans ses os. La guérison n'était pas l'oubli des tempêtes. C'était recommencer en or. Le printemps s'épanouissait pleinement à travers le Connecticut comme une promesse au bord de l'éclosion. À la conférence d'État sur la jeunesse informée des traumatismes à Hartford, une grande salle bourdonnait d'anticipation. Des responsables gouvernementaux, des travailleurs sociaux, des conseillers, des enseignants et des jeunes de tout l'État se sont réunis pour entendre des histoires non seulement de traumatisme, mais de transformation. Maya et Belle étaient assises côte à côte sur une scène basse en bois devant des chaises pliantes et des lumières vives. Derrière elles, un écran géant affichait un oiseau doré se libérant de barreaux sombres. La fresque que Belle avait peinte des mois plus tôt. Quand elles prirent leur place, le public se pencha en avant. Edward et Ethan étaient assis au premier rang. Ethan serrait son nouveau carnet de croquis, une page ouverte sur un dessin de 4 personnages se tenant la main sous un lever de soleil. La modératrice les présenta. Maya Williams, cofondatrice du Centre Sorn Williams, et Belle Harris, anciennement en foyer d'accueil. Leur histoire est une histoire de résilience, de loyauté et du pouvoir d'être vue. Elles commencèrent par raconter les premiers jours de l'entrée de Belle au centre. Sa méfiance, son refus de la thérapie. Mia, assise sur le côté, regardait avec les yeux humides. Quelques autres adolescents acquiescèrent en signe de reconnaissance. Puis Belle prit la parole. Sa voix trembla au début. Avant, je pensais que ma voix était le tonnerre avant la tempête. Dangereuse. Toujours trop forte ou trop en colère. Et puis un jour, ils n'ont pas fui. Ils ne m'ont pas traité de volatile. Ils ont juste écouté. Maya ajouta, la guérison ne se passe pas sur scène ou dans des communiqués de presse. Elle se passe dans les moments silencieux où quelqu'un reste malgré la tempête. Elles parlèrent pendant 20 minutes. Des questions suivirent. Comment formons-nous des personnes qui ont vécu un traumatisme? Comment équilibrons-nous la structure et l'empathie? Quelle responsabilité maintient notre mission honnête? Maya répondit. Nous valorisons parfois la crédibilité émotionnelle plus que les diplômes. Non pas parce que les diplômes n'ont pas d'importance, mais parce que la vérité commence parfois par les cicatrices que les gens choisissent de ne pas cacher. Elle conclut. Notre modèle n'est pas un programme. C'est une responsabilité de se montrer même quand ils ne s'y attendent pas. De rester même quand c'est gênant, et d'aider les jeunes à réécrire leurs histoires, non pas à les effacer. La salle se tut. Puis, les applaudissements commencèrent doucement mais régulièrement, jusqu'à ce que les mains claquent à travers les poutres du plafond. En coulisses, Edward serra Belle dans ses bras, puis se tourna vers Maya. « Vous avez mené cela. J'ai juste suivi. » Elle secoua la tête. « Vous avez construit l'espace. C'est pourquoi nous avons pu mener. » Plus tard, lors d'une réception, Belle parla avec des étudiants, répondant à des questions sur l'art et la guérison. Maya la regarda de l'autre côté de la pièce avec fierté et calme. Elle pensa à la première fois qu'elle s'était rencontrée, incertaine, réservée, en colère, et à quel point elle avait grandi grâce à cela. Edward s'approcha avec un verre de thé glacé. « Vous avez appris à quelqu'un à voler ce soir. » Mia sourit. Elle s'est enseignée à elle-même. Je lui ai juste donné de l'espace. Il sourit et lui serra la main. Alors que la foule commençait à s'amincir, une femme du public s'approcha d'eux. La docteure Iris Patel, professeure à l'école de travail social de Yale. Votre histoire est remarquable. Nous aimerions nous associer pour amener votre rôle de résilience sur notre campus afin de former nos étudiants. Joseph et Angela la rejoignirent. Ils échangèrent des hochements de tête excités. Ce n'était pas une expansion sur papier. C'était une amplification de leurs valeurs. Leur petit centre résonnait maintenant au-delà de ses murs physiques. Sur le chemin du retour dans la voiture d'Edward, le crépuscule teinta l'autoroute de rose. Ethan somnolait sur la banquette arrière. Il s'était endormi dès qu'ils avaient quitté la salle. Ellie était allongée à côté de lui. Un carnet de croquis ouvert sur le siège entre eux. Un dessin à moitié fini scintillait encore. Edward jeta un coup d'œil à Maya. Changer le monde. Elle appuya sa tête contre le siège. Si suffisamment de petites voix se joignent. Oui. Edward posa doucement sa main sur la sienne. Quand ils arrivèrent à la maison, Europa les salua à la porte. La maison brillait doucement sous les lumières du début de soirée. La neige avait fondu autour des chemins,
remplacés par de frais crocus qui perçaient le sol humide. À l'étage, les jumeaux dormaient dans leur chambre, blottis sous des courtes pointes que Belle avait aidé à fabriquer. Maya s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Le cadre contenait leur routine nocturne et de doux murmures et des rêves bien rangés. Elle se glissa silencieusement à l'intérieur, posant doucement sa main sur la tête d'Ethan. Au même moment, Édouard redressa la couverture d'Ellie et l'embrassa sur le front. Tous deux reculèrent et se rencontrèrent dans le couloir. « Nous avons fait ça, murmura Édouard. « Nous continuons à le faire, répondit Maya. Dehors, les oiseaux du petit matin se posaient sur les branches au bord du jardin. À l'intérieur, la guérison se poursuivait, une conversation qui ne finit jamais. Impulsion alimentée par un courage collectif. Ils fermèrent la porte doucement, et pour la première fois depuis des années, Maya Williams dormit non pas parce qu'elle savait qu'elle se reposerait, mais parce qu'elle se sentait enfin à sa place. L'été était revenu en cercle, et avec lui. Le domaine Hawthorne Williams scintillait sous un soleil d'après-midi doré. Les jardins bourdonnaient d'abeilles. Les feuilles des chênes bruissaient au-dessus en arcs doux. Aujourd'hui marquait le 2e anniversaire du premier jour de Maya, mais cela ressemblait plus à un foyer qu'à un souvenir. Dans la véranda, des enfants posaient des œuvres d'art encadrées sur un long banc en bois. Des dessins, des poèmes, des figurines en argile, chacun étiqueté d'un nom et de la date à laquelle il avait été guéri. En dessous se trouvaient les roches dorées qu'Ethan et Ellie avaient peintes il y a longtemps. Une nouvelle addition trônait au centre. La toile de Belle représentant un oiseau brisant des cordes pour s'envoler, intitulée Notre histoire et notre chanson. Maya guida un groupe d'adolescents à travers l'exposition. Quand ils arrivèrent à leurs œuvres, chacun partagea une courte réflexion. Une jeune fille récita un poème sur le fait d'être perdue dans l'obscurité jusqu'à ce que quelqu'un s'asseye simplement à côté d'elle. Un garçon partagea un dessin d'elle brisée et les mots « Mais j'ai appris à flotter ». Édouard regarda depuis la fenêtre, les mains croisées sur sa poitrine. Lorraine se tenait à ses côtés, observant également, tous deux absorbant ce qui était devenu plus qu'un centre, une mosaïque de survie. Maya sortit et les trouva sous le chêne. Les jumeaux poursuivaient des avions en papier au-dessus de leur tête. Édouard lui offrit une place sur le banc. « Regardez ça, dit-il, désignant l'exposition d'art. » Elle suivit son regard et sentit un nœud de gratitude se serrer dans sa poitrine. « C'est ce que nous avons construit, dit-elle doucement. Un sanctuaire de vérité. » Lorraine ajouta. Maya tendit la main à Lorraine et lui serra légèrement la main. Sous la bannière qui disait « La guérison vit en s'accrochant ». Une petite foule se rassembla. Angela s'approcha, presse-papier à la main. « Nous avons confirmé que le nouveau site ouvrira à Hartford cet automne. » Eyel a approuvé le programme du Hall de résilience pour la formation des étudiants. Maya cligna des yeux. « Vous êtes sérieuse ?» Angela rayonna. « Nous planifions déjà et les écoles de tout l'État veulent reproduire votre modèle. » Édouard s'avança, ce qui signifie que nous avons besoin de plus de personnel de mentorat. Seriez-vous intéressé à diriger cela, Maya ? Elle expira et laissa ses yeux se poser sur les jumeaux, qui tournaient plus près d'elle. « J'adorerais, dit-elle, mais seulement si nous gardons nos valeurs intactes. Pas de raccourcis, pas de compromis. » Il hocha la tête. « Exactement. » Ethan et Ellie s'arrêtèrent et revinrent en courant. Ethan grimpa sur les genoux de Mia et s'accrocha fort. Ellie pressa sa tête contre son flanc. Lorraine les regarda et sourit à travers les larmes. « Vous avez tout changé. » Maya couvrit la petite tête d'Ethan de sa main. « Ils m'ont changé. » Édouard regarda en silence. La lumière de fin d'après-midi s'adoucit. Une voiture s'arrêta dans l'allée. Teresa, une ancienne jeune placée en foyer d'accueil et maintenant stagiaire au centre, sortit et se précipita. Elle portait 2 bicyclettes attachées avec des rubans. « Des cadeaux, déclara-t-elle, pour vous et Ethan de la part des adolescents. » Ethan sauta des genoux de Mia, les yeux écarquillés. Édouard et Teresa se débattirent avec les vélos pendant qu'Ellie applaudissait. Quand ils furent prêts, Ethan prit le plus petit vélo rose, Maya le jaune. Elle le souleva sur sa selle, ajusta le casque avec une tendresse attentive, puis se jucha sur son vélo. Ils pédalèrent lentement sur les chemins du domaine. Édouard tenait la main d'Ellie. Les feuilles au-dessus filtraient le soleil de fin de journée jusqu'à ce que la lumière danse à travers elles comme des confettis. Lorraine suivait derrière avec Belle et Teresa. Cela semblait grand, ordinaire, sacré. Au bord du jardin, ils s'arrêtèrent pour admirer la racine de rose et le jeune arbre niché côte à côte. Ils avaient grandi plus fort. L'écorce épaissie,
de nouvelles branches, des bourgeons prêts à refleurir. Les jumeaux descendirent et coururent devant pour chasser les papillons. Édouard et Maya échangèrent un regard. « Vous pensez que les tempêtes sont finies » demanda-t-il. Elle laissa le moment s'attarder. « Je ne sais pas, mais nous avons construit quelque chose que les tempêtes ne peuvent emporter. » Il l'embrassa doucement. « Alors, quoi qu'il arrive, nous sommes prêts. » Ils aidèrent à dîner plus tard. Poissons grillés, légumes du jardin, pain frais encore chaud. La table était pleine. Personnel, enfants, famille, bénévoles. La conversation tourna autour de nouveaux plans, de spéciaux d'été, d'ateliers pour étudiants, de programmes de sensibilisation pour les fêtes. Lorraine leva son verre pour rester, pour construire des racines et pour donner des ailes. Il trinquait. Quand la fête se calma au crépuscule, les jumeaux tirèrent Édouard et Maya à l'étage pour leur montrer leur nouveau fort, des couvertures jetées sur les escaliers, des guirlandes lumineuses à l'intérieur, des livres empilés sur le sol. « Ils dorment parfois ici », expliqua Ethan. Maya s'assit et les regarda. Deux garçons autrefois vides de perte, maintenant riches de rire. Édouard murmura. « Merci », elle se pencha vers lui. « Remerciez-vous. » Dehors, les lucioles avaient commencé à dériver en motifs qui semblaient accidentels et magnifiques. À l'intérieur, le fort brillait d'une lumière douce. Maya ferma les yeux, respirant le son de la paix. C'était la fin d'un chapitre, le début de tout le reste. Parce que la guérison n'est pas finale. Elle est persistante, imparfaite et lumineuse. Et la lumière, elle demeure toujours.